Start Recording et on a le deuxième. Et du coup, on vous embarque pour un gros tour de veille techno. Est-ce que vous faites de la veille techno tous les deux? Emeline, on va arrêter de t'embêter avec les AST. Il n'y a Je pas de sais que tu souci. bouquines pas mal. J'en ai fait, mais depuis quelques temps, je me prends plus forcément le temps d'en faire. Du coup, tous tes petits liens ont été très très appréciés pour se remettre un petit peu au taquet. Nice. Eh ben, content que ça plaise. On a donc 23 tabs à checker. En sachant que c'est vraiment... je vais essayer de montrer sans trop spoil. Pour vous donner une idée, la veille techno, avec les années, moi je commence à avoir un certain nombre de bookmarks dans littéralement beaucoup de domaines. Ah, moi, c'est Donc, l'inverse, je dois avoir 10 bookmarks en tout sur mon PC. Ah ouais, mec, c'est infâme. Mais après, quand on a Genre- tant que ça, est-ce que c'est pas aussi chiant que chercher dans Google, quoi? Eh ben pas tant, parce qu'en fait, quand tu sais que t'avais... Par exemple, tu vois, je sais qu'il y a quelques temps, j'ai tapé de la RCE sur Jackson, là où tu peux galérer à retrouver tes trucs. Jackson, bon voilà, Jackson RCE spell, Ok. ça autocomplète et je suis dedans. Et 4 ans, petit coup de vieux, hein. C'était au début de la sécu pour moi. Yes. Et du coup, on a complètement coupé Emeline. Terrible. Tu Bien, disais je crois qu'il avait fini. Je disais rien, j'avais fini ce que je voulais dire, t'inquiète. J'allais juste ajouter que franchement, tes onglets ils sont super bien organisés, c'est impressionnant. Enfin, tes favoris, je veux dire. Thanks. Ah ouais, mais je pensais que tu disais des petits trucs. T'avais pas checké les sources du Braze post-ETF, par exemple? Non. Non, Bon, pas bah, ouais. spécialement. Ce serait pas la première fois que ma mémoire fait défaut. Ok, C'est l'âge. ça doit être ça. Et à Queen, oui, Notion, c'est pas mal. Non, je n'irai pas sur Notion pour la simple et bonne raison que je suis réfractaire par défaut. Aucun argument. Aucun. Ok. Aucun. Ok. Oh, si en soi j'avais testé, mais moi toutes mes notes c'est plutôt dans un Git et les favoris, bah de toute façon c'est juste une liste. Avoir l'autocomplétion c'est pratique. S'il faut aller ouvrir Notion pour faire des greps, pour ensuite Moi, créer un lien. j'utilise des pads de Etherpad. Enfin, j'ai Etherpad, mais c'est plus le nom, EdgeDoc. Ouais, il y a ça, il y Le a CodeIMD. CodeIMD de Charlie Tree aussi. L'avantage, c'est que tu peux les partager. Et du coup, vu que je l'ai en self-host, je le partage avec les potes quand j'ai besoin et c'est cool pour bosser. C'est pas genre Charlink ou des petits... Qu'est-ce que c'est? Pas du tout. Je sais plus, il y a OneMask qui utilisait un truc qui était pas mal où tu pouvais juste mettre tous tes favoris. Ça allait les crawl une fois, donc tu pouvais taper des mots-clés et ça allait grep dans l'output de toutes les pages qui ont été store. Et c'était aussi collaboratif, donc c'est pratique. Mais bon, si c'est collaboratif et que tous les potes utilisent, on recrée un Google, quoi. Kind of. Du coup, le début du début, on a un premier Git que j'ai vu passer il y a quelques temps avec pas mal de targets de bug bounty. Et donc, qui sont censés être ingérés, peut-être pré-énumérés un petit peu. Moi, que ce soit que les scopes. Contain data dumps from HackerOne, scope. Ouais, donc c'est littéralement une liste de scopes. Et ça, j'aurais peut-être pas dû l'ouvrir dans le navigateur. Après, c'est les forums publics, donc... Oui, j'imagine. Ouais. C'est vrai que ça vaut le coup, il y avait des tools qui permettent d'extraire ça avec les privés. Je vais bien te faire gaffe avec ces listes-là. Bah clairement. Parce que t'as forcément des trucs qui sont pas en scope et que tu vas bourriner. En gros, moi chez YesWeHack, j'ai codé un add-on qui s'appelle YesWeBurp pour Burp qui permet de configurer ton Burp avec les scopes définis dans le programme par exemple, et s'il faut ajouter un user agent, tous ces trucs un peu chiants que personne ne fait. Et en faisant ça, j'ai dû parser du coup les scopes qui étaient déjà soumis dans YesWeHack, et c'est un enfer absolu. Parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui mettent leur scope de manière assez incorrecte. Par exemple, si dans ton scope, toi tu es Microsoft et que tu mets dans ton scope github.com/Microsoft-open source. Et oui, forcément. Du coup, tu as le domaine GitHub qui apparaît dans ta liste de scope et qui n'est pas forcément bug bounty. Bon, pour GitHub, c'est le cas. Mais si par exemple tu as le Play Store de Google, et ben, il va apparaître d'entrée parce que tu as un lien vers ton APK. Et ben, au lieu de voir l'APK dans ta liste de scope, tu vas voir ça. D'ailleurs, je pense que si tu vois des fichiers que tu greppes, tu vas voir des Play Store, des trucs comme ça. Ou alors ils ont fait leur travail et je suis médisant. Si tu vas dans Domain et tu tapes Play. Oh, mais c'est sûr. C'est quoi le Google C'est play.google.com.
Non. Play.google. Ouais, je crois. Je suis pas sûr. Ah, il y est pas. Et des GitHub, bah, après, son GitHub, ils ont déjà aussi leur programme, mais Ouais. en gros, il y a Si t'as- ça, et il y a des scopes aussi qui sont un peu bizarres. Genre, Yahoo, pendant un moment, ils avaient étoile.yahoo.étoile. Sauf qu'on te dit oui, mais en fait pas ça. Ah oui, et du coup tu prends tous les TLD et du coup c'est horrible. Et ouais, mais sinon, je fais de yahoo.bi.tk et je leur fais une RCA s'ils veulent. Eh, tu pourrais pas trouver un moyen de faire de l'argent illimité? En vrai, j'aimerais bien le report au moins une fois, histoire que. Parce que pour moi, les scopes de Bug Bounty, c'est un contrat entre la plateforme et le hunter. Et Et du autant coup quand tu le peux faire hunter ce se que tu trompe. veux et abuser de la feature. Ouais, mais quand le hunter se trompe, il se fait engueuler, alors que quand les boîtes mettent des scopes qui sont étoile.étoile, machin, et ben on devrait aussi avoir le droit de reporter des trucs qui sont sur ce scope, finalement. Et C'est le oui, contrat. et oui. Après bon, si on base les scopes sur des regex, faudrait avant tout qu'on apprenne aux gens à faire des regex, et Dieu sait que ce combat est Ouais, compliqué. mais même là, tu vois, c'est évidemment pas bon. Oui, non, non, clairement, c'est Parce qu'il y a ça, too il y a le much. problème, c'est qu'il y en a qui font des regex, il y en a qui font des pseudo-regex avec des étoiles. Et du coup, quand tu dois les parser, il faut d'abord deviner ce qu'ils ont voulu faire pour ensuite Eh ben ouais, je vois agir en très bien. fonction. Il y a un super reverse proxy du nom de Kong qui s'amuse à faire ça, où en gros tu vas exposer les routes de tes microservices côté back en disant s'il y a tel regex qui match l'URL, alors t'envoies tel microservice. Et les gens Ok. ils faisaient tu sais, des étoiles ou des points étoiles ou des fous points barres sans Mhm. étoiles. Et du coup, ils ont vu que tellement tout le monde se craquait dans la gestion de ça et que ça mettait des problèmes qu'en fait, ils n'utilisent pas regex ou pas regex. Il y a une fonction qui va faire de l'heuristique sur ce que tu déclares pour voir si ça le met en regex ou en plain text ou Ouais, en ou en globe. globe. Ouais. Et là, tu te dis, sommes-nous allés trop loin? Est-ce qu'on n'aurait pas dû lire la doc? Coucou Bernstein. Oui, j'ai dit ça. Ça va l'air du même style que ce repo. Moi, je vais faire un peu de pub, mais Vas-y, on a vas-y. une extension qui s'appelle de Fire Bounty. Parce qu'on a un site qui est Fire Bounty qui a en gros un moteur de recherche sur Attends. J'aurais entendu Sponso Yes Weak pour Cycle of Share. Bah vas-y, redis non. Fire Bounty là-dessus. Ok. C'est juste un agrégateur de programmes de Bug Bounty. Et on a une extension, et en fait, elle se met dans le navigateur et elle cherche sur ce DB à chaque fois que tu ouvres une page. Et elle va checker s'il y a un problème de Bug Bounty ou pas, s'il y a un security.txt ou pas. Ok. Ouais, Et donc du coup, c'est ça vraiment du t'indique. bénévolat que vous faites pour que quelqu'un puisse Ça. grep. On a, Nice, bah tu sais quoi? on a toutes les grosses plateformes de Bug Bounty qui sont dessus. Ce sera ajouté à la liste dump en fin de stream. Et il y a aussi toutes les VDP, les choses comme ça. Nice. Including les copains Yogo Shack, For Value et tout? Ouais, normalement, il y a Chouette. toutes les plateformes, je crois. Chouette. Non, mais c'est bien parce que là, vu que tout le monde commence à avoir son agrégateur, d'ici quelques temps, on fait un agrégateur d'agrégateurs et on sera bon. On aura Ça finalement serait tout le data. Jamais. Bon, next petit lien, on part sur des bons gros fichiers CPP en masse. C'est un tool qui est sorti il y a quelques temps, mais qui a été apparemment grandement amélioré et qui est assez chouette parce que clairement, ça permet d'écouter quelqu'un qui tape sur son clavier, même avec un micro de type Crado, et sur assez de temps d'écoute, de pouvoir faire des probas pour savoir où est-ce qu'il a tapé. Avec vraiment des trucs tout cons, genre zip low. Qui dit que y a plus ou moins de caractères qui vont apparaître, enfin, soit des mots, soit des caractères qui vont apparaître avec différentes fréquences au sein d'une même langue, et qui fait qu'on peut du coup derrière recorréler tout ça et savoir un petit peu qu'est-ce qui a été tapé et à quel moment de la phrase. Long story short, ça veut dire qu'on peut mettre ça, aller par exemple au hasard un zoom avec un Tecos chez Okta, en disant « Oh, je ne comprends pas, mon compte est bloqué, pouvez-vous le débloquer ?» On fait ça plein de fois avec le même Tecos. Il prend plein de mots de passe qui tape pour se connecter. Et avec un peu de chance, au bout d'un moment, on a le sien. J'ai pas eu l'occasion d'essayer ça. J'ai sacrément envie. Je me demande à quelle qualité d'audio il faut pour que ça marche. Pas forcément énorme. J'ai déjà vu quelqu'un. Enfin, j'avais déjà fait des. Ok. J'avais déjà fait des POC avec une version browser de celui-là. Et Ouais. en vrai, quand tu tapes 4-5 minutes, en tapant vite, en ayant un truc un peu reproductible, un peu streamline, tu commences à avoir des trucs assez. Ça fait assez commencer à décents. faire long quand même, 4-5 minutes. Si c'est un truc à faire au téléphone, etc. Ça peut. Alors, dans ce cas-là, oui, mais en soi, si t'as quelqu'un qui travaille dans un open space, tu passes, tu poses ton téléphone à côté et tu reviens tout à l'heure. Ouais. Je sais Ah pas, ouais. je me demande si poser une caméra, ça va pas plus vite du coup. Enfin,
Je trouve l'attaque hyper intéressante, Tu peux. mais j'ai l'impression que c'est le genre de truc où le problème c'est qu'il est obligé de se faire un modèle de ce qu'il est en train de se taper pour pouvoir guess, quoi. Et si t'es obligé d'avoir des heures d'enregistrement, ça fait un joli POC, mais ça rend pas le truc Ok. encore pratique, je pense. Deuxième argument qui va Vas-y. être plus embêtant. À supposer qu'il y ait des gens, toi, moi, Emeline, en stream, et qu'on tape des choses, et qu'on Ok. soit enregistré pendant des heures et des heures de contenu, Ah ouais, là c'est sûr. et que ce soit toujours en ligne, même longtemps après qu'on ait arrêté de l'utiliser. Ouais, si ça marche. Voilà, donc moi, il y a un truc qui m'a bien parlé, c'est dans les témoignages. Waouh, ça marche incroyablement bien. J'espère que tu as réalisé ce que tu as créé et mis entre les mains de toutes les personnes de ce monde. Heureusement que c'est pas toutes parce que faut déjà faire un peu de tech et vouloir s'en prendre à quelqu'un. Mais clairement, c'est chouette. Peut-être on se chauffera pour faire un. Ouais, ça vaut le coup de tester. Franchement, avec Ouais. plaisir. Ouais, on va faire. À tout hasard, t'as eu le temps de regarder le replay de la vidéo Screen Crab? J'en ai une partie, j'ai vu que c'était marrant, mais pas. Pareil, hein, on a fait fuiter la recette de cookies avec de l'OCR sur des vols de data Ça, j'ai frame vu, sur ouais. du HDMI. Et pareil, on va faire du vol de recettes de cookies tapées en live. Ça va bien se passer. C'est parfait. Et ouais, ça parle de triche en CTF. Arrêtez de parler de triche en CTF, ça n'existe pas. Autre outil à vous présenter, un truc que j'aimerais beaucoup voir percer, ça s'appelle Hyperland. Hyperland, je pense. Mais... C'est très Ouais, très non, joli. clairement. Ouais, mais non. Parce que c'est pas WLR route, c'est route. Je sais pas. Je sais pas. De toute façon, c'est les trucs un peu denses côté système. Donc, ils ont fait ça en C avec des fonctions telles que structure et scrum. Donc, il y a un moment. Peu importe la diction, c'est ultra beau. C'est un espèce de i3 du futur basé sur Wayland. Enfin, basé sur Wayland, mais qui marche avec Wayland. J'ai très envie de le poker. Très envie de voir ce que ça donne. Et ils ont mis Easy Configuration. Donc, je me suis dit, chouette. T'es déjà sous Wayland, toi? Alors là, je suis encore sous Xorg, mais j'ai déjà l'Ubuntu 22.04 que j'ai pré-setup avec les stream provisioning. J'ai tout ce qu'il faut pour y passer, Ok. si ce n'est la motivation de faire le jump. Mais ça viendra. Ouais, mais tu comprends, là, il y a H4 qui est configuré avec la grosse carte graphique. Forcément, ça va être chiant. Ça peut que être relou. Toujours est-il, Hyperland, hier, il y a une partie installation. Et c'est là où j'ai un peu lâché parce que ça m'a un peu découragé, je dois dire. Parce que déjà, on se dit, je me fais chier moi à prendre du Ubuntu pour être le plus proche possible, le plus mainstream et pas avoir de galère d'install. Et là, on voit pas de maintenance de package par les owners de Hyperland. Et il n'y a pas de Ubuntu ou de Debian supporté par défaut. Ce qui veut pas dire que ça marche pas. C'est rare. Alors qu'il y a Arch. Alors qu'il y a Arch. Peut-être ça me motivera à y repasser. Mais bon, toujours est-il, c'est un début de projet, c'est ultra beau, faut voir ce que ça donnera. Par contre, on me dit de me passer sous Ubuntu. Dans le chat. Ah yes. Sizik, si t'as essayé, je suis curieux parce que concrètement, le mec il a dit ouais, vas-y. Enfin, j'avais vu une issue qui disait t'essayes, t'installes, ça pète, tu changes des trucs, t'installes, ça pète, tu reviens sur ton snapshot d'avant, ok, ça avance. Et fais ça pendant 3 heures et au bout d'un moment, t'auras un truc qui fonctionne à peu près. Non. Je viens de dire la même, 3 heures. Ah ouais, bah voilà. Nice pré-shot. Attends, mais c'était toi le mec de la paire. Pas le mec de l'issue. Ok. Mais ouais, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est que là, on a envie que un i3, un Awesome ou n'importe quel autre window manager se soit intégré un peu profondément dans le système. Là, je sais pas si j'avais à le retrouver. On compile. C'est vraiment juste un truc qui se lance en desktop et dans la partie session. Donc genre, j'ai l'impression que c'était juste tu démarres en CLI, tu fais // sur un binaire et d'un coup tu as une interface graphique. Okay. Et c'est là où ok c'est très joli, c'est sympa, mais si dès que tu as un out of memory, ta GUI se fait kill ou ton lock se fait kill, c'est juste pas forcément la bonne implème. Donc à tester, moi j'ai pas encore fait le pas sous Wayland. Ouais. Parce que je jouais des jeux sur mon PC et que évidemment c'était chiant d'avoir des trucs qui sont un peu trop à jour pour le point de découpate, mais je regarderai. Je suis déjà sous i3.
Je sais pas, franchement, de toute façon, un truc d'installation où on te dit je maintiens pas les packages. Et Ouais, by the ça fait way, un si peu tu veux peur. l'installer, tu copies le binaire dans bin, tu copies le contrôleur dans bin, tu copies ta lib à tel endroit. Tu sais que si tu places des libs à des endroits hasardeux que t'as compilé toi-même, ça se passe pas comme prévu. Ouais, ça m'a l'air Genre, d'être encore un c'est. peu bancal. C'est joli hein, après, mais, Bah, c'est mais ça. d'un autre côté, c'est les OS avec plein d'effets qui sont jolis et tout. Au bout d'un moment, je préfère un truc qui soit fonctionnel et qui fasse 3 fois rien. Et... Non, mais c'est trop. C'est pas joli. C'est trop Non, mais joli. c'est C'est smooth et tout. smooth. J'ai eu ma période où j'avais, bon, comme je disais tout à l'heure, mon Ubuntu avec Compiz pour les vieux, qui était un des premiers trucs avec le bureau sur un cube en 3D, et, Ah putain, mec, j'avais des aussi. effets de gouttes d'eau quand tu bouges des fenêtres et tout ça. Mm, Mais mm. au final, ça fait perdre un temps. Enfin, ça sert à rien, quoi. Bah, il y a un peu de Pour ça. Mais en être un soi, peu tu vois, dur, mais. c'est quand même dommage de se dire que là, enfin, moi, ce que j'ai et dont je suis très content, c'est du Regolith i3. Et genre, tu sais, c'est tout con, mais tu regardes les petits icônes en bas, ça te Ouais. fait vite faire un dégradé mignon. La Ah non, mais ça, partie. je dis pas, mais tu vois, ça va être un truc. Pour moi, un exemple, ça va être un i3 gaps. Quand Ouais. tu vas voir deux shells, t'as un petit gap entre les deux parce que c'est plus joli. Ouais, genre celui-là. Mais Là. du coup, tu perds de la place pour rien. Parce que ça sert à rien de voir ton pixel de fond d'écran. C'est vrai. Bon, Enfin, je tu sais vas pas, mettre des c'est gaps juste. énormes, mais c'est quand même sympa d'avoir une petite distinction pour la lisibilité. Ouais, moi j'ai une branche de. Une Ouais, de mais genre, tu vois, pixels. genre, par exemple. Par exemple, c'est des. Celui-là encore. Pas de chance. Si tu fais un Tmux là-dedans et que tu fais vim un truc, et je vais quand même faire gaffe à ce que je vim. On va vivre dangereusement, mais quand même. Ouais, bah comme ça, c'est très bien. Bah ouais, mais genre là, t'es quand même content d'avoir un char entre les deux. Si t'en avais pas, point de vue visibilité, Bien ce sûr, serait bien sûr. dégueu. Mais quand je parle du gap, c'est parce que du coup, après, t'es obligé d'avoir des fonds d'écran qui sont pas trop chargés parce que sinon, ça va te gêner. Il y a un En fait, peu de quand t'es là, tu ça. vois, t'as plus ta couleur unie entre les deux fenêtres. T'as ton fond d'écran. Bah, et c'est du détail, hein, on pièce Ouais, sur c'est du rien. détail. C'est du Surtout que détail. là, t'as un pixel alors que j'ai vu des setups avec des gaps beaucoup plus larges. Il y a des gaps énormes, c'est clair. Bah, rien que là, sur les screenshots d'Hyperland, si tu descends, Ouais. dans leurs exemples, ils ont des gaps. Oui, oui, non, là, les gaps, ils sont. Là, Mais là c'est voilà, quand t'es en 800 par 600, là. c'est ça, avec la transparence sur le shell et tout, c'est joli, mais en vrai, la transparence sur le shell, je trouve que Ouais. c'est usant à la longue. Mais à Ah, je tester, sais parce que quand même. pas, ouais. Enfin, déjà, avoir un truc qui tourne sous Land, j'ai envie d'y passer parce que c'est quand même plus moderne. Et voir ce que ça donne. C'est censé être plus sécure. Après, je pense qu'en ressources, ça doit quand même potentiellement bouffer, parce qu'il y a ton truc en transparence en daily. Sur un PC fixe, tu t'en fous, sur un laptop. Ouais, peut-être sur laptop. Ouais, faut voir. Anyway, à suivre, c'est joli, ça fait plaisir. C'est ça. Et Next. je note le Easy Configuration qui Ouais. met quand même 3 heures sur un Ubuntu et petit commentaire comme quoi on dirait un site de marketing pour vendre un EDR, c'est pas faux. C'est clair, c'est clair. Cette chose-là, qui est un petit utile qu'on pourrait tous coder en environ 20 minutes, mais en vrai qui fait plaisir, parce que c'est... Voilà, on va prendre juste un texte, genre... Des fois, ça m'arrive de utiliser au hasard ChatGPT pour générer de la doc, et me rendre compte que la doc est pas du tout à jour, et la version d'entraînement est pas du tout à jour. Du coup, avec cette chose-là, forcément il n'y aura pas de fichier assez gros comme je l'aimerais. Est-ce que je vais trouver ce que je veux? Ok, voilà, là on se dit qu'on a quand même un bout de fichier qui commence à être un peu gros. Et à supposer que ça ce soit toute une doc définition, il y aura un moyen de prendre ça, de balancer ça, lui dire on fait des chunks de... À supposer que votre version soit limitée à 3000 chars. Allez, 5000 chars. Act, j'ai comme un text loader. Il lui fait toute une syntaxe pour lui délimiter tout ça proprement, donc franchement on lui fout la paix. Et est-ce qu'il donne une tâche à faire? C'est un peu petit. Voilà, explain pas, réponds pas, fais rien, juste tu loads, t'accumules, avec la syntaxe qui a dû être un peu engineer derrière. On processe, ça va faire les 3-4 pastes à lui donner à ingest. Et derrière, on peut lui demander de faire un maxi récap de toute la doc qui a été faite, voire de prendre un code d'une version ancienne Ok. et de le migrer. Et c'est quand même assez confortable d'avoir ce tool. Bah après, je suis sûr qu'avec l'API, il y a moyen de faire encore plus propre, mais l'API n'offrant pas GPT-4 si t'as pas été mis sur waiting list long time ago, c'est bien de pouvoir en bénéficier comme ça. Donc voilà, c'est J'ai un vu qu'il y a- petit... il y a XO qui dit qu'il valide Ouais. et tout ça, et vu je sais que le temps qu'il passe sur ChatGPT,
Hmm. Ouais, non, mais j'ai déjà eu un ou deux cas d'usage comme ça et ça fait le café. Malheureusement, ça ne gère pas, enfin, ça ne gère pas la partie audio, vidéo, image. Il y a déjà parce qu'on peut pas la paste facilement, et aussi parce que il y a quand même des sacrées limitations. Je me suis amusé dans les petits trucs qui sont dans les cartons et qui sortiront un jour peut-être, du voice to text et texte autotraduction via Chat Whisperer de Ok. OpenAI. Le voice to text marche incroyablement bien. J'ai fait un test avec le stream avec Isis et vraiment du français, de l'anglais, du franglais, des acronymes, ça marche beaucoup trop bien. Ça reprend les expressions, on avait l'impression de se lire l'un l'autre, Mhm. mais ça prend des chunks de 25 mégas max, donc ça veut dire qu'il faut se faire chier à prendre la vidéo, à l'ADL, à extraire le son, à le split en chunks de 25, ou à le compresser, à upload, à Ouais, remettre puis les tu peux pas le fichiers. couper n'importe où parce que si tu coupes d'un mot, ça marchera pas, etc. Exactement, donc tu peux prendre genre, je sais pas, les quelques secondes d'avant, et Ouais. du coup essayer de faire un overlap en mettant les textes l'un sur l'autre. Tout ça est faisable, c'est incroyablement Mhm. chiant. Mais je pense que ça viendra. Et l'autre truc un peu dommage, c'est que Chat Whisper apparemment c'est une surcouche du projet open source. Euh, je pense que c'est Chat Whisperer. Pas du tout. Whisperer, voice to text. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était un peu triste. Voilà, Robust Speech Recognition. Le Open Whisperer d'OpenAI, c'est... Ah non, mais c'est celui-là qu'ils ont release pour de vrai? Ok, j'allais dire des bonnes bêtises, donc c'est bien que j'ai pas fini ma phrase. Anyway, il y a moyen de faire ça, et avec la version online, ça va juste dire voilà le test qui a été dit. Avec la version ici présente, il y a moyen de choper le timecode de chaque phrase. Donc potentiellement, un jour je me chauffe et je code de l'automatisation de voice to text et traduction avec sous-titres YouTube, Google, tout ça. Parce que Dieu sait que les automatiques de YouTube, ils sont éclatés. Mm. Donc faut voir. Et Ouais, donc c'est l'enfer. Ouais. En plus, ils s'en sortent des mots. Hmm. Et ouais, des fois t'as de l'anglais et c'est pas tout à fait la bonne chose. Mais c'est pareil pour les TikTok, pour des trucs comme ça. À chaque fois que t'as des trucs auto-générés, ça se voit quoi. C'est un peu ça. Mais quand même, Attends, je reste off-screen le temps de vous retrouver ça. Parce que le test qui avait été fait avec le stream avec Isis était bluffant. Mais genre bluffant. Après, le problème du langage parlé, c'est que les expressions elles évoluent très vite. Ouais, Et t'es obligé de maintenir ton langage à jour en permanence, je pense. trop. Mais toujours est-il, regarde-moi cette beauté. J'aurais peut-être pas dû faire ça avec ça. Vas-y. Bat fou, ce sera plus lisible. Voilà. Ose me dire que c'est pas ultra propre. Non, Genre, mais c'est nickel. c'est genre Oui. Java qui est catch nickel, 2-3 choses mis comme ça, t'as les Ça heures te qui ont fait un été français remises, anglais en plus. ça te gère le franglais, et là où j'avais été bluffé, Netfilter. Voilà. Le tool s'appelle GiaNetFilter, ça te le sort nickel. Ouais. À la rigueur, Giti GITEA qui a sorti GITI. Bon, Ouais. ok, franchement. Est-ce que tu connaissais Jeannette Filter? En fait, c'est toujours le problème de ce truc-là, c'est que faut arriver Ouais, mais à repasser un peu dessus c'est quand déjà même. si propre. Ah Franchement, bah oui, le oui, c'est sûr. JetBrains, crack qui sort bien, les contrôles clics qui te catch. Genre, c'était déjà bluffant, je trouve. Mm. Donc on verra ce que la suite donne. Ce serait chouette. Et donc, de ce que j'avais lu, la partie Chat Whisperer de OpenAI qu'on a en ligne ou via l'API, c'est jamais que celui-là qu'ils ont open sourcé, avec un peu de prompt et d'amélioration de texte, une petite surcouche qui fait qu'on paye, quoi. Ouais. Et bam, un Gelu sauvage. Juste là. Next, nous avons Chimpanzee, un tool de Titouan Lazare, mec très chouette, avec qui j'ai eu l'occasion de bosser. Et concrètement, ce qu'ils nous sortent là, c'est un petit. Enfin, il faut que je retrouve le titre, mais de mémoire, c'était un reverse SSH serveur. Ok. Package with différents tunnel network. Reverse connect, aussi bien que ICMP, DNS, tout ça. Ok. Là où c'est trop cool,
Donc en fait, c'est vraiment juste un gros fork d'OpenSSH qui C'est permet ça, de... un reverse, quoi. C'est le serveur se connecte au client. C'est-à-dire que le serveur se connecte au client, exactement. Façon de Non, dire. non, C'est un c'est reverse les exactement rôles, ça. quoi. Mais... Non, non, mais c'est clairement ça. Donc ça veut dire que moi, sur ma machine, je mets mon client en écoute, que je vais péter une machine et juste lui wget le binaire dessus et faire en sorte que la machine pétée revienne vers moi. Et là où c'est trop cool, c'est qu'avec SSH, on a tous les ports forward du monde. Aussi que ce soit du port forward, du SOX, de la copie de fichiers, donc c'est vraiment se mettre à la maison instantanément, quoi. Donc ils expliquent un petit peu comment est-ce que ça a été patch, quelles ont été les potentielles galères, donc je trouve ça trop cool. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont carrément porté tout le binaire de OpenSSH, j'ai l'impression. C'est ça, Ouais, donc je pense qu'ils ont dû faire... J'ose espérer qu'ils ont... Enfin, j'espère qu'ils ont fait un petit helper avec la compile statique, voire des binaires précompilés. Ça reste à voir. Je vois quelqu'un qui dit dans le chat Dropbeer. Dropbeer est sympa, mais il y a certains types de clés qui sont pas gérés, il y a certains cas qui sont pas gérés. Ça dépanne. Clairement, on était quelques-uns à avoir une version qui faisait déjà le taf, mais avoir cette version-là, je pense que c'est quand même nettement plus sympa d'être dans le vrai à la maison. Et Dropbeer, enfin quand même, quand on est en sécu, c'est quand même assez important de pas, je trouve, introduire des bugs chez le client. Dropbeer, c'est quand même nettement moins éprouvé que OpenSSH et autres, donc si on pouvait éviter de se faire poon un client en écoute, ça pourrait être pas mal. Est-ce que vous connaissez, est-ce que tu connais les SSH Konami Code? Non. Ah, tu vois quand tu fais ton grand SSH, allez là, SSH-L, ton petit port forward, des choses comme ça. Là, tu te dis que t'es bien, mais que si tu t'es raté quand tu faisais ton SSH, ben du coup, faut recouper, relancer la payload et tu peux pas ajouter un port forward sans couper le tunnel. Sauf qu'il se trouve que SSH Konami Code Port Forward, il y a une combinaison de touches que tu peux faire quand tu es connecté à quelque chose en SSH qui va te permettre de réajouter des commandes. Est-ce que je le retrouve? Konami? Yes. Voilà, this guy. Alors, donc quand tu es en SSH, en escape sequence, tu peux faire un tilde puis point. Et si tu fais ça... Alors non, fais pas ça. C'était lequel? C'est escape it capture twice. Background SSH, list forwarded connection. Wait, ah c'est ça. Donc entrée et tilde C. Donc tu fais tilde puis CTRL C quand tu es dans SSH, ça trouve un sous-shell qui fait que tu peux rajouter des flags. Ah. Et moi qui pensais que j'allais pouvoir t'apporter un petit quelque chose. Si, j'ai utilisé en CSA et en CTF, j'ai utilisé, t'as la même chose sous Kemu. Ouais. Quand dans un Kemu, avec un contrôle tilde, tu sors du Kemu et on a déjà utilisé ça en CTF pour voler des flags. Ah bah c'est clair que quand ça n'a pas été disable et que tu peux refallback ou ça, mettre activer un debugger un vrai, ça fait plaisir. Donc ouais, très pratique pour pouvoir lancer ce truc une seule fois et rajouter du port forward à la volée ou re-DL des fichiers dans la foulée. Très pratique et pareil, je l'ai ajouté à la liste, ça sera donné en fin de stream. Ok, la suite, Alertix. Alertix, donc du Project Nuclei, c'est clairement one more tool pour faire de l'émulation subdomaine. Il y en a pas mal qui avaient été testés. Je sais pas si tu as déjà une préférence sur... Je fais peu de recon, moi, je t'avoue. Tu fais peu de recon. Full manuel. Ouais, je me focus sur un seul scope plutôt que de balayer large. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a 15 000 tools qui font le même taf, donc il va falloir me le vendre correctement. Mais mon Project Discovery, en général, ils savent ce qu'ils font. C'est ça, il faut des trucs plutôt clean de manière générale, donc ça fait plaisir. Concrètement, ils ont les features que les autres bons ont, à savoir de la déduplication, à savoir un peu de passif, un peu d'actif, à savoir un système de pattern où tu peux vraiment lui donner à la volée un peu comme le ferait Cook, mais en mieux documenté, je pense. De la config que tu peux réutiliser facilement, donc je pense que c'est le genre de... Pour moi, c'est vraiment dans la même veine que Nuclei, où tu vas coder une fois et augmenter ta knowledge base avec le temps, sauf que ta knowledge base, elle restera avec toi, quoi. Bah c'est eux, c'est Nuclei, non? Ouais, bien sûr. Ah ouais, c'est dans la même veine, pour ça.
donc c'est assez chouette, je trouve. Mais pareil, j'ai pas vu de bench. Je sais pas trop ce que ça En fait, à un vaut. moment Je où pense... c'est pas, t'as pas besoin de performance pour animer ce domaine. Je veux dire, si ça va vite, c'est Oh tant mec, mieux. si, tellement. Enfin, Non, mais ça va vite, c'est tant mieux, mais c'est pas un bottleneck de tout ton truc, quoi. T'as des domaines qui vont popper au fur et à mesure, tu peux déjà commencer à les regarder. Ça met pas en pause ton exploitation de pas avoir la full list dans l'instant, tu vois. Euh, oui et non. Je Oui, mettrais moins mais genre, d'importance en brute forceur là-dessus si tu que. fais des scans réguliers pour voir s'il y a des nouveaux domaines qui pop ou qui dépop, c'est bien de pouvoir le faire sans mettre 15 000 ans. Donc Ouais, ça, ouais, c'est bien sûr. quand même utile. Et pour le coup, si tu as une automatisation un peu vénère et que tu peux scanner les domaines et dès que tu as des nouvelles findings, commencer à les auditer, c'est ok. Si tu fais par phase où tu récupères tous les domaines d'une target, puis puis tu audites, puis tu récupères tout, puis tu audites, c'est quand même sympa de pas tâter. Mais de toute façon, c'est souvent au niveau des gros serveurs DNS que tu te fais limit rate, donc bon, Ouais. à moins de paralléliser la sortie aussi. Alors, XO qui me dit, regarde du côté de Regulator. Qu'est-ce que c'est? Automated Learning of Reg... Ah! Donc en gros, l'idée c'est de faire un peu de BF et d'arriver à trouver des patterns pour optimiser la suite. Alors ramasse en passive va plutôt vite, tu configures l'API qui tient bien. Ouais, non mais anyway, il y en a plein. C'est là où c'est intéressant d'avoir un énorme test Ouais, non, mais exhaustif. En gros, quand je dis que la vitesse c'est pas important, c'est que je pense, moi, si je choisis un animateur de DNS, mes vrais critères, ça va être le nombre de la quantité de faux positifs, Faux négatif, des de trucs qu'ils duplications. trouvent pas, voilà, et moins la vitesse. Enfin, ça viendra après, la quoi. qualité des wordlists ou tu dégroupes complètement ça? Bah, en fait, c'est à quel point il me sort des trucs qui sont pertinents sans que j'ai besoin de trop fournir mes propres wordlists, mes trucs comme ça. Ouais, Par exemple, là, celui-là, tu vois, il va donner sur des regex pour deviner des patterns et tout ça. J'ai vu faire Ronnie, un autre bug hunter qui a tendance à affiner des listes de sous-domaines entières dans ChatGPT, lui demander de faire des. Donne-moi les plus probables. Ouais, non, pas les plus probables, mais Solide. fais-moi des alternatives. Et ça marche pas mal aussi. Et du coup, c'est plus ce genre de choses-là qui va être intéressante parce qu'en fait, passer des dictionnaires entiers, effectivement, ça va te trouver une nouvelle. Un nouveau mot-clé, un nouveau truc comme ça, mais des fois c'est plus intéressant quand t'as déjà une liste assez conséquente de faire des. Faire de la variance. Enfin, ouais, de la variance, juste comme ça. Ah. Clairement. Mais celui-là a l'air de bien gérer les altérations en créant des règles à la volée, donc moi je suis chaud de voir. De toute façon, je l'ai bookmarké, ce sera testé à l'occasion. De la maxi cheat de XSS. Je sais. Elle est bien celle-là. C'est ça, c'est quand même le côté exhaustif. Perso, ma manière ultime de l'utiliser, qui est vraiment comme un animal, les gens me râleraient. Tu dis, ok, allez, j'ai un tag, événement, bah vas-y, je vais tous les tester. Moi, je teste sous Chrome. Let's go. Voilà, je vais prendre, je sais pas, juste search. Search par tag. Ouais, de toute façon, ça a déjà fait, ok. Et derrière, on sélectionne tout, on fait un coup de VS Code. Dans VS Code, on tâche le reste, on prend tout, on prend un chevron ouvrant, on prend tous les chevrons ouvrants, on sort en ascending, on sort par unicité, et on a la wordlist des quelques payloads à blast en un seul article en espérant qu'il y en ait une qui trigger. Vie ma vie d'animal. Ce serait pas un bourrin. C'est complètement bourrin. Mais en vrai, ça Si pop ça des marche. chaînes. Et ça marche des fois. Des fois, il faut être un peu plus. J'ai l'impression que quand ça marche, ça veut dire que l'upload, t'aurais pu la trouver tout seul. Non, clairement, t'aurais clairement pu la trouver tout seul. Mais des fois, en fait, c'est pas tant. Je veux pas que ça marche, je veux que ça fasse des bugs de render et que je me dise, ok, tel type de séquence a altéré le render, donc je vais essayer de minimiser mon gros bordel que j'ai paste pour voir quelle est la séquence qui fait des choses. Et derrière, je cherche un bypass un peu plus finaux. Mais ça, c'est vraiment le fuzzing facile. Donc, ce qui est pratique là-dessus, c'est de voir quel navigateur trigger quel type de payload. C'est ça, clairement. Je trouve qu'il y a vraiment bien. Clairement. Du coup, on aurait pu dire all browser. Parce qu'après, sinon, ce qui est pratique, c'est la liste de tags. Enfin, tu vois, tu peux copier-coller la liste de si tous tu les veux événements. implémenter ton fuzzing avec des choses en plus, c'est trop pratique.
t'as vraiment besoin de tout le reste, mais déjà tu te fais déjà la liste, voilà, en gros, moi je vois XSS, tu vois qu'il y a du filter parce qu'ils ont un WAF un peu devant. Je copie tous les events, je teste tous. S'il y en a un qui passe, après je regarde du coup sur quel type d'élément il trigger. Et si je peux le faire. Mais il y a plein de petits. Enfin, après ça va dépendre des WAF quoi. Quand tu es en train de chercher là-dedans, souvent c'est à cause d'un WAF de toute façon. C'est très vrai. Ah, encore pas que. Je m'en suis servi, j'avais un système qui faisait de la protection à XSS et qui, à cause de cette protection à XSS, le code était eval derrière, hein, côté backend. Ok. Et du coup, bah, tu te dis, tiens, comment je pourrais bypass ce filtre XSS pour quand même avoir des chevrons et des enchors. Et du coup, là, je voulais juste avoir plein de payloads, non pas pour la XSS, mais vraiment pour maltraiter le render derrière et avoir. Ok, ouais, des exemples de trucs un peu Ouais, chelous, quoi. tenter du mutante, quoi. Tenter du mutante. Et Yanzax qui dit j'ai envie de chialer parce qu'il voit que c'est comme ça que je fais les pentests et on travaille toujours ensemble. Bisous copains. À demain, d'ailleurs. À demain. Petit article que j'ai lu tout à l'heure, histoire de préparer un peu, qui est très sympa. Il parle de GitHub et la manière dont ils utilisent Ruby on Rails. Parce que GitLab, GitHub, c'est sur du Rails. Et ils ont tellement Rails ancré dans leur écosystème qu'en fait, il y a tout cet article où ils expliquent que ils vont chaque semaine, ils prennent la mainline de Rails, ils rebuildent tout et ils l'intègrent dans leur système. Il n'y a pas de version bump majeure, ils ont tout le temps leur main, des jeux de test. Chaque semaine, ça se fait bump à la dernière version. Tout le jeu de test se déroule. S'ils voient une différence par rapport à ceux d'avant, ils investiguent un peu, ils patchent et ils mergent. Et ils sont toujours sur la maxi latest. Ce qui veut dire que Ça marche que pour des boîtes de cette taille-là, ça. ça marche que pour des boîtes de cette taille-là. Ce qui veut aussi dire que si tu arrives à péter un dev Rails, t'es sûr que ton shell pop le lundi d'après. Donc en soi, chez GitHub, c'est pas mal. Mais bon, je sais pas à quel point ils peuvent se prémunir de ça, mais je trouve ça chouette. Ce petit bout-là m'a régalé. Concrètement, vu que tout le monde bosse sur Rails sur des versions assez récentes, dès qu'il y a des bugs, que ce soit dans Rails ou chez eux, ils vont essayer de le mettre et de faire un patch et de le push dans la mainline le plus vite possible, le fixe. Et du coup, c'est génial, parce que ça fait que plutôt que d'avoir toutes les boîtes qui ont le main soft et tout un tas de patchs à appliquer parce que les fixes sont pas upstream, ben, GitHub profite de son statut qui est qu'il a tellement de grosseur et d'impact qu'ils peuvent pousser un petit peu leur bille, en tout cas faire en sorte que ça évolue vers la bonne direction. Avec toutes les dérives que ça engendre, GitHub ayant été racheté par Microsoft, dire qu'il soit trop proche de projets monolithes open source qu'est Rails par exemple. Je veux dire, s'ils finissent par mettre la main dessus et ils ont déjà le fait d'avoir GitHub, ils ont déjà la main mise sur tout l'open source. C'est pas totalement vrai, c'est en bonne partie vrai, mais tu vois, Rails, enfin, s'ils décident de s'investir dans Rails plus qu'avant pour faire des breaking change qui vont emmerder GitLab, qui fait que du coup, même GitLab se met à avoir du mal à avancer, ce serait un plan machiavélique pour avoir l'intégralité ou presque. Non, mais après, c'est nécessaire parce que ces langages qui sont open source, ces machins comme ça, en fait, la plupart des gros projets open source, s'ils vivent, c'est parce qu'il y a des boîtes de cette taille-là qui les financent. C'est clair. Et on a beau râler, enfin, je râle aussi quand c'est des Microsoft qui rachètent GitHub parce que c'est une entreprise qui prend du coup, comme je disais, la main sur tout l'open source. En pratique, j'utilise VS Code, je suis même abonné à leur truc copilote. Et voilà quoi. Et du coup, copilote, bien je l'ai eu gratuitement pendant plus d'un an. Et ils m'ont eu quoi. C'est dur de s'en passer. Eh ben écoute, sache qu'on a testé il y a pas longtemps AWS Code Whisperer. Ouais. C'est éclaté. Genre quand tu donnes beaucoup de code, ça fait un truc utile. Sinon, je préfère avoir juste des snippets sans IA. En fait, c'est tous les moments où... Parce que quand tu écris du code, il y a des moments où je me pose, je réfléchis, je fais des fonctions qui sont intelligentes et pour lesquelles on me paye. Il y a beaucoup de temps où je fais des trucs où c'est... tiens, il faut que je la fasse 3 fois cette fonction parce que... c'est la même et c'est un getter, un setter pour le même truc. Et hop, il génère du code, etc. Et quand tu lui laisses générer des petits bouts de code, c'est impressionnant à quelle vitesse il comprend ce que tu fais. Comme exemple, j'avais fait un challenge pour le Hacklu de cette année où j'avais créé mon propre langage de programmation qui compilait vers du JS et il y avait un bug dans le compilateur.
Et en écrivant de mon faux langage pendant une soirée, 2 jours, enfin une soirée, une journée, etc. Ouais. Copilot pouvait m'auto-compléter mon nouveau langage. Et il me sortait du code valide. Ouais, non, c'est sympa. C'est Et, clairement. et alors que c'était tout con, tu vois, je lui ai demandé de faire d'implémenter Fibonacci, ce qui est un exemple qu'il a vu 1000 fois dans 1000 langages, mais il a pu le reproduire avec mon langage tout pété, inspiré du XML, quoi. Ouais, non, mais clairement, hein, le côté adaptif est chouette. Là, moi, ce que j'avais observé, c'est que pour des tout petits bouts de code que tu donnes pas le contexte, il te choque complètement. Mais Mm. tu vois un bout de SQL Map ou autre, tu lui dis, bah tiens, et inspire-toi de ce plugin et code le même. Et là, d'un coup, il a aucun scrupule à te pondre 300 lignes et ce sera quasiment ce que tu veux. Mm. Mais il faut lui donner vraiment beaucoup de contexte. Moi, j'ai hâte de voir tous les safe eval qui vont être générés par, par ces outils-là. J'écoute, j'ai pas envie d'y croire. J'ai pas envie d'y croire. De toute façon, au Parce pire, que j'ai jamais vu un seul safe eval sortir. au pire, si c'est des safe eval et pas des safe double eval, on aura déjà gagné Ah, un les petit tous les peu deux. de beauté dans ce monde. Anyway, le mot de la fin pour cet article, il disait gentiment Ultimately, si plus de boîtes traitaient les piliers fondateurs open source sur lesquels elles reposent, aussi bien que GitHub traite Rails, eh ben, ce serait super chouette pour elles. Et ça, je pense qu'on peut aller dans ce sens. Il est rince. Il est rince. Donc c'est nice. Scopper, on en parlait tout à l'heure, toute la partie automatisation de récupération de scope. Clairement, j'ai même pas parlé. Je vais mettre le GIF en grand. Et il veut pas se mettre en grand, c'est génial. Open image in new tab. C'est un double raté. Open. Ah oui, bah bien sûr. Franchement, tout est dit dans le GIF. C'est chouette. Et ben, Un copy-paste, on ajuste un peu. C'est juste une étape en plus que ce que tu as automatisé toi. Ouais. En plus, c'est quoi? Bah, moi, ce que je fais, c'est que sur les scopes de Yesuyak, il te le Ouais. fait ça. Hein. Ouais, non, mais j'imagine. Bon, Pour moi, mais l'étape en plus, lui c'est est que mieux. là, il y a un copier-coller à Je faire. fais lui, par contre. T'as dit quoi? Je dirais que lui est mieux de ce qu'ils ont fait Ouais. pour valider. Je vais te faire pareil. Ouais, lui est sympa. Est-ce Lui est qu'il sympa, le t'autorise choix. à changer le. Je sais pas si tu l'as installé là. Non. Quoi? Non, je l'ai pas installé. Non, savoir si tu t'autorises à changer le Justement. scope. Parce qu'en fait, moi, c'est un des trucs que j'ai ajouté. Parce que j'ai eu le même problème. Je pense que ce qu'ils ont eu, c'est savoir qu'est-ce qui est vraiment un scope ou pas, et est-ce que c'est une regex ou pas, etc. Et du coup, moi, je t'autorise dans le tableau à aller modifier la ligne si jamais tu te rends compte que tu as une étoile qui est mal mise ou un truc comme ça. Non, clairement, pouvoir avoir le changement dynamique, c'est assez nécessaire. Mais peut-être qu'il faudrait qu'un jour les plateformes de outils se mettent d'accord pour avoir un format de scope un peu standard. Mais il s'avère que de se mettre d'accord entre concurrents, c'est pas facile. Et puis c'est dur de faire un scope précis aussi, parce qu'il y a tellement... Enfin, si le web a été standardisé de manière générale, ça se saurait, quoi. Il y a tellement de manières d'indiquer une ressource. Est-ce que tu pointes vers l'URL? Est-ce que du coup, si t'as une redire chelou, t'es toujours en scope ou pas? Genre, je sais pas, il y a des notions des fois qui sont assez vagues, et donc arriver à en plus standardiser ça entre différentes personnes qui ont des intérêts dissociés. En fait, le vrai problème des scopes un peu stricts comme ça, c'est que des fois, tu as des boîtes qui vont avoir un sous-domaine qui pointe sur un service tiers. Ouais. Et quand tu es dans ton audit, tu le sais pas, et tu es en train d'auditer des gens qui n'ont rien demandé. Et légalement, c'est tendu, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont donné l'autorisation d'acquête d'autres gens, et c'est. Non, clairement, ça marche pas comme c'est ça. pas ok, Et... ça marche pas comme ça. Et c'est pour ça qu'on a. Enfin, moi, je suis le point de vue à la fois Hunter et à la fois de plateforme. C'est quoi, on peut vous autoriser à aller hacker n'importe où, même si effectivement il y a un impact pour la boîte, etc. C'est juste que t'as juste pas le droit de tester ça, quoi. Non, mais C'est clairement, pas il y a des juste pour dilemmes. mettre Après, il y a le moyen, dedans. souvent, quand tu prends contact chez un. Enfin, quand tu souscris à un third part, tu peux essayer de faire rentrer dans le contrat le fait que le client ait le droit d'auditer le third part pour vérifier des tests de sécurité, machin. Mais il faut avoir vu ça en amont, quoi. Sur Ouais, les et puis faut contrats être legacy. faut être une sacrée grosse boîte pour qu'ils t'autorisent à faire ça aussi. Hein. Bah, un sacré client. Oh, mec, Ouais. sans être de taille immense, mano, on a ça, hein, quasiment Ah, tous vous les êtes déjà third gros, parts. mano mano. Hein. En nombre d'employés, ça va. En nombre de tech, on est 400. Non, mais. Oui, c'est non, je suis d'accord. c'est pas une PME, oui, quoi. oui, non, t'as raison. T'as raison. Trou.
Bon, Scopper next, bonne idée, Ouais. mais faut voir il y a peut-être moyen de l'auto-implémenter en bonne partie. Alors, on va pas aller sur tout le write-up détaillé, mais notre Mizu national a sorti un petit write-up très chouette de la partie Challenge Integrity. Et bon, concrètement, c'était un beau write-up bien propre avec une table of content broken. Mais moi, ce qui m'a fait plaisir à voir, c'est déjà le client-side pass traversal parce que c'est exploité des fois, mais c'est souvent un peu sous-coté. Mm. Et il y a une partie qui m'a aussi régalé, c'est la partie de différence entre les caches du navigateur, entre le back-forward cache et le disk Ouais. cache. Je pense que ça, tu seras sûrement mieux calé que moi pour en parler. Alors, j'ai pas beaucoup bossé là-dessus. Ok, très bien. Mais j'ai déjà fait des trucs où, effectivement, quand tu fais un back, t'as pas dans le même état que si tu fais juste charger Ouais. une page. Parce qu'il va conserver le state en mémoire. C'est ça. C'est du exactement coup- ça. Ouais, voilà, bah voilà, tu te retrouves dans des états. J'ai pas lu le write-up, mais. Bah, une fois de plus, hein, c'est un peu dur de faire un full détail de choses qui à l'écrit passent bien, mais à l'oral c'est un peu plus chaud. Mais toujours est-il, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va faire ouvrir une fenêtre, donc polluer un peu l'historique, puis faire une location pour rediriger, et derrière, quand on appelle history.back, qui est déjà une action qui est faite sur la page, eh ben, on va trigger le pass traversal client-side et avoir une XSS sur une note stockée au préalable. Ok. Donc c'est un peu de la gymnastique. Moi, Ouais, c'est souvent comme ça, les challenge XSS maintenant. c'est clair, c'est clair. Mais je trouve ça vraiment impressionnant les gens qui arrivent à faire ça, parce que autant, moi j'arrive à tricoter sur plein de sources de données. Genre, tu sais, je vais avoir un arbitrary file copy qui va aller polluer un truc pour aller corrompre un render, pour aller faire ça. Mais j'ai vraiment l'impression que je pique et poke à droite et gauche. Et là, pour moi, c'est à la fois, tu as de la donnée à différents endroits, avec différentes sessions, mais tu as aussi la gestion de comment tu corromps la donnée et à quelle étape dans le temps. C'est Mais en fait, comme tous les bugs hautes et tout, je trouve ça super dur à gérer. En fait, faut se dire qu'un browser, c'est quasiment un OS maintenant. Parce que pour la plupart des gens, t'ouvres ton PC, t'ouvres ton navigateur, et c'est là-dedans que tu passes 90% de ton temps. Un Chromebook. Ouais, Chromebook, mais. Et même nous qui faisons du code et tout à côté, on a quand même toujours un browser ouvert avec 12 000 applis dans nos browsers. On a nos mails, nos agendas, C'est nos clair. chats, nos vidéos. Enfin, Ah bah, de on toute façon, consomme dès qu'il n'y a tout plus à la travers, nécessité d'avoir un client lourd, moi je m'en passe. Discord, Slack Exactement. et tout, idéalement. C'est dans un browser. C'est aussi lourd qu'un browser. Ça bénéficie pas de la sécurité d'un browser quand on le met pas dans un browser. Mets-le dans un browser. C'est ça. En vrai, c'est plus C'est- safe. Sauf à la rigueur, les drivers vidéo un peu vénères. Et là, il faudrait encore progresser côté browser. Mais le D'où truc, la c'est que du coup, nécessité. les browsers ont dû s'adapter avec cette nouvelle façon d'utilisation. Et du coup, tu as tous ces process, enfin, toutes ces isolations, ces notions de same domain ou pas, Ouais. de déclenchement d'event via un user ou pas un user. Par exemple, si tu cliques sur un lien ou si la page te redirige, c'est pas les mêmes privilèges. Parce qu'il y a un qui a été déclenché par une action et pas l'autre. Suivant le scheme que t'as en haut, t'as pas le droit de faire les mêmes actions. C'est ça. Ouais. Bref. Anyway, lisez des write-up, c'est une bonne chose. On enchaîne sur un article. Alors, les write-up, je suis d'accord. Mais si vous avez pas galéré sur l'épreuve avant, ça va toujours l'avoir l'air facile. Oui, non, c'est Et j'en la suis facile, coupable mais c'est aussi, pas hein. pour autant qu'on n'en garde pas des petites. Bien sûr, mais pour avoir lu les write-up, j'en ai lu plein et j'ai aussi fait plein de CTF. Les write-up dont je me rappelle, c'est les write-up que je suis allé lire après avoir galéré pendant des heures et ça reste. Alors que juste lire une solution sans avoir galéré, on se dit juste ah ouais, bah je l'aurais trouvé, ah bah ouais, Alors, ça je connais, etc. clairement, mais je maintiens que aller lire des write-up pour juste Ah, c'est savoir d'accord, que tel truc existe. Genre, tu vois, tant que tu t'es pas amusé à faire du reverse, tu connais pas Z3. Si t'as lu un Mm. write-up, tu te dis, vas-y, peut-être le prochain reverse, je me lance et j'ose le tenter parce que je sais que ça existe. Ah bien sûr, hein, entre Ça rien peut faire et lire des motiver. write-up, c'est toujours vachement mieux de lire des write-up. Ok, je vois que monsieur est venu avec son argumentaire plus développé que le mien. Eh bah bravo. Eh bah j'en rejoins. Voilà, très bien. Non, mais je suis d'accord. Yes. On enchaîne avec du code whitesec qui nous propose une mise à jour de l'exploitation Java et de la gestion des gadgets. Concrètement, ils expliquent un peu qu'à partir de début 2015, il y a eu pas mal de choses qui ont été trouvées, que la plupart des gadgets se reposaient de manière sacrément forte sur la réflexivité pour pouvoir voir un peu ce qu'on pouvait extraire, faire en sorte que le langage s'auto-mange, quoi, ou du eval, ou du file write, puis exécuter ce fichier. Tout un tas de choses qui ont été petit à petit bloquées et hardenées à partir de Java 11, puis 15,
Puis ils ont commencé à faire des JRE plus légers que les JDK, donc Runtime Environment plus léger que les Development Kits, ce qui se tient. Et concrètement, ils font un peu l'apologie de, à partir de JDK 15, on passe sur du JS Shell, qui est implémenté en Rhino ou un autre, je sais plus. Anyway, ça sert à rien de faire la méga liste, c'est pas un changelog que je peux vous lire, mais je trouve ça super intéressant. Ils expliquent un peu vers quoi va tendre l'exploitation et la recherche de gadgets Java, avec qu'est-ce qui marche actuellement ou qu'est-ce qui marchait aux dernières nouvelles, qu'est-ce qui peut nécessiter une mise config. Et une fois de plus, on est sauvé par Legacy, parce que il y a plein de choses qui peuvent être harden dans les nouveaux JDK, sauf que les frameworks eux-mêmes se reposent tellement sur des concepts éclatés parfois que ils peuvent pas mettre le hardening, sinon il n'y a plus rien qui marche. Et du coup, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, ces trucs-là de mise à jour Java, ça va dans le bon sens et c'est bien, enfin qu'il y ait moins de... C'est impossible de faire n'importe quoi comme ça. Le truc, c'est que actuellement, je pense qu'une bonne partie des apps Java qui existent le sont pour des raisons... je sais pas s'il y a... Elles le sont pour des raisons historiques, et je sais pas s'il y a autant d'apps Java qui sortent aujourd'hui qu'avant. Je pense qu'il y en a toujours beaucoup et que je vis dans ma petite bulle d'ingénieur R&D. Oui, je pense. Mais la plupart du temps, quand je tombe sur des systèmes Java, sur des bug bounty ou des pentests, c'est souvent, de toute façon, c'est vieux. En fait. Étoile, vieux tromblon. Je suis très rarement tombé sur du Java récent. De toute façon, à partir du moment où on trouve encore des XXE, oui. Ouais. XXE, j'ai trouvé une dans Nginx Mainline il y a un mois. Quoi? En fait, XXE tellement... dans la partie codée en C, en Lua, autre? En JS, t'es pas prêt? Ah, Nginx, dans un mode extension JS. En fait, en JS, Nginx a un module qui s'appelle EJS, qui permet de charger du JavaScript dans ta config Nginx et de répondre à des requêtes via du JavaScript. Mais attends, mais t'as eu une XXE via le truc en JavaScript? T'as pas eu genre un template injection, une connerie comme ça? Alors, en gros, t'as ce module-là qui existe. Il s'avère que ce module est chargé par défaut dans le Docker Nginx, le Docker nature. Et que dans cette lib.js, c'est un moteur JS qu'ils ont codé eux-mêmes. C'est pas V8, c'est pas quoi que ce soit. C'est homemade par Nginx. Et ils ont implémenté récemment le parseur XML en utilisant la lib XML2 et du coup c'était vulnérable au XXE. C'est triste ce que tu me dis. Mais j'ai trouvé le bug et j'ai signalé Nginx en me disant putain trop cool, je vais peut-être avoir un numéro de saver machin par rapport au bug. Ouais. Mais il s'avère que donc je trouve le bug, je le teste et ça marche. Je télécharge le Docker Nginx, ça marche pas. Et je comprends pas pourquoi, parce que Docker Nginx il est à jour et tout. Et en fait, je regarde de quand date la vuln, et la vuln avait été publiée la veille du jour où j'ai testé. Ah la vache, du coup, c'était pas encore dans la mainline, donc ça a été hot patch et t'as été non remercié. Si, je suis cité dans les commits, etc. Ça va. Ouais, je comprends la frustration, j'avais eu à peu près la même. Non, en vrai, je sais pas, je m'en fous, ça sert à rien les numéros de CV. Mais c'était juste. Et puis même, de toute façon, l'impact était. Je préfère que ça n'arrive jamais dans Nginx plutôt que ça soit là pendant des mois et que tu le trouves, tu vois. Parce que j'utilise Nginx et que j'aimerais que ça soit safe. Également. 2-3 questions dans le chat. Il y a lire les write-up et dire j'aurais trouvé ça. Clairement, on se le dit tous, ça n'arrive pas. Android, ça reste base sur du Java. À baser. C'est vrai, c'est peut-être le contre-exemple de ce que je dis tout à l'heure. Non, pas que. Parce qu'en fait, oui, c'est sur du Java, mais il y a eu un gros rework, il y a quand même un process qui harden avec beaucoup de set comp, il y a plein mal de choses que tu vas pas pouvoir taper direct. Et toute la partie de désérialisation en particulier a été sacrément hardenée. Il n'y a pas de système de gadget, je ne peux pas taper une désérialisation comme tu le ferais en classique. J'ai pas le détail technique plus que ça, mais j'en ai discuté. Pour la simple et bonne raison qu'une appli, pour parler à une autre, elles se font des bundles qui contiennent des objets sérialisés. Ils ont suffisamment harden pour être serein de faire ça et pas se dire qu'une application allait pouvoir spread à toutes les autres en une intent. Donc non, clairement, ça n'arrivera pas. Enfin, ça arrivera peut-être, il y aura des bugs. Enfin ouais, là c'est gros bounty si on trouve la vulne là-dedans quoi. Écoute, y a qu'à, hein. Ah ouais, alors Java ça sera sans moi. Ouais, bah écoute, peut-être je plonge dans Keycloak, peut-être je plonge tout court.
J'ai pas compris le truc de Nginx, c'est pourquoi il embarque un moteur JavaScript lui-même vu le XXE, à quel niveau ça va être utilisé? En Ouah, gros, scripting au t'es- niveau, comme le Lua. en fait, c'est. Là, je dis ça, j'ai l'impression que c'est horrible ce que je décris, mais c'est pas si horrible que ça. En fait, c'est que tu as un module JS qui est chargé, qui peut être chargé. Donc, il faut que ce soit explicitement mis dans la config. Le code JS, c'est un moteur JS qui est fait par Nginx et il est hyper minimaliste. Il y a plein de trucs qui manquent. Et par exemple, il n'y a pas de eval ou de pseudo-eval, genre function constructor appelé au runtime. Ça n'existe pas. Donc déjà, ça veut dire que le seul code JS qui est run, c'est celui qui existe dans tes sources. D'après ce que j'ai vu, c'est côté protopollution et tout, il n'y a pas trop de trucs. Et en plus de ça, de toute façon, ils génèrent. C'est une nouvelle instance de leur interpréteur JS qui est lancée à chaque requête. Donc il n'y a pas de persistance entre les requêtes. En fait, j'ai passé pas mal de temps à essayer d'exploiter ce truc-là. Ouais, je voyais, Et mais le seul concrètement, truc que j'ai trouvé, c'est cet XXE. Et il y a un autre truc, c'est qu'ils ont une méthode fetch dedans qui est vulnérable au CRLF. Donc, tu peux faire un peu tout ce que tu veux. du HTTP pipelining et des choses comme ça. Ça paraît dangereux, mais en fait, Nginx, il y a beaucoup de trucs qui sont vulnérables au CRLF et juste Nginx par défaut l'est et est vulnérable. Et je pense que attendre que ce module JS ne le soit pas, c'est hors scope. CRLF. CRLF. Carrier return, line feed. En gros, quand tu fais une new line sur Linux, c'est CR. Non, c'est LF, c'est new line. Donc en gros, ça revient à la ligne, mais sur Windows, il y a deux choses. C'est d'abord, il fait revient au début de la ligne et va à la ligne suivante. Donc CR, LF, ou que LF sur Linux, qui fait revient à la ligne et va au début. Et en fait, en HTTP, entre chaque header de ta requête, la séparation pour le retour de la ligne, c'est un CRLF, c'est backslash R, backslash N. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que quand tu fais une requête où tu peux acheter du CRLF, par exemple dans un path ou dans un header, c'est-à-dire que tu vas être capable de modifier la requête et la façon dont elle est interprétée par ce qui va suivre derrière, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer une requête, tu peux en envoyer deux, alors que le soft pense que tu n'en envoies qu'une. Et si tu es sur le partage d'écran, tu vois dans la partie HTTP que quand tu demandes d'afficher les caractères spéciaux via Batcat, entre chaque ligne, tu as un carrier return, line feed. Et donc c'est assez pratique. Et pour ceux qui veulent tester ça concrètement, avec du echo de base, genre de base vraiment sans option, il envoie le texte avec un new line à la fin. Il y a moyen de lui mettre un "-n" pour qu'il n'envoie pas de new line, et de lui mettre un "-e" pour qu'il essaye de parser les backslash quelque chose, et là on lui met le /r, /n, toto. Et on a notre CRLF, et donc on peut crafter des requêtes comme ça. Et si vous n'avez pas BAT, vous pouvez faire pipe 4-E. Ou alors XXD, ou alors tout un tas de choses. Bah ouais, voilà. Enfin, 4-E, ça sera l'équivalent de BAT-A. 4-E. Moi, j'ai... Genre ouais. ça. Ouais, regarde. Alors c'est moche, hein, mais il te le fait. Ok. Ouais, non, c'est sacrément moche. Je crois Mais qu'il a poncé c'est la installé doc par défaut. de Cat. Oui, non, mais on est ici pour faire des choses fancy. J'ai Alors, un alias avançons. de. Chez moi, j'ai mon 4 qui est remplacé par BAT. Et d'ailleurs, si vous faites le FCFC, je pense que vous connaissez très bien BAT. J'ai un de mes challenges qui est basé là-dessus et il y en a qui ont voulu passer des heures dans la doc, je pense. Ça, alors, on peut en parler. Moi, j'ai pas le contexte, mais on peut parler ouvertement. On risque pas de leak des trucs. Non, on peut pas en parler vraiment ouvertement, c'est encore en cours. Donc là, je peux même pas dire pourquoi je pense que tu dis que Batcat c'est smart sur tes challenges. Ah, si, tu dois pouvoir dire. T'avais un truc à base de non, white c'est- space ou de caractères non imprimables, c'est ou qu'en de conneries fait, comme ça, non? j'ai un challenge où en gros tu peux appeler BAT et injecter tes paramètres. Ah oui. Yes. Donc les gens ont passé du temps dans la doc. En vrai, cheat, bat, pipe. Déjà, est-ce que ça trouve? Yes. Pipe, grep, dash i, exec. Ah non! CMD? Non? Ah, terrible, bien joué. Et voilà. Comment on fait un challenge à 500 points. Il a été beaucoup seul. Il était pas mal seul parce qu'il y a eu une mauvaise manip Oh no. de la part de la NSSI qui m'a tué mon challenge. Du coup, il y a un gros bypass. Mais il va sortir après le FCFC. J'ai le Whiskers in the Dark Revenge qui va sortir et personne n'a trouvé la solution attendue pour l'instant. Nice.
On enchaîne avec un nouvel exploit Vbulletin. Donc Vbulletin qui est le lab d'un certain nombre de personnes quand même maintenant, il faut le dire. Avec le blog post associé. Mais moi ce que j'aime bien c'est voir directement le code du exploit. Donc avec la petite lib 10 made in Charles Foll. Je sais pas s'il la release. De toute façon ça se... Il y a moyen de patcher, on comprend assez bien ce qui est fait. Donc concrètement, il y a du monologue qui est généré une fois et donc juste monkey patché, mais ça fait le taf. Et donc une session qui fait un post avec la payload dans les search preferences. C'est quoi, c'est du patch spécialisé là-dessus? Ah oui, c'est clairement un objet monologue. Ouais, Ouais. ok. Donc concrètement, il doit y avoir un serialize en pré-haute avec le bon gadget et peut-être que même si t'as pas de creds valides, il va. Ouais, ça a l'air serialize. d'être random. Ah ouais, ça a l'air d'être random et surtout on voit que. Attends, c'est du session point. Putain, mais c'est ouf qu'il y ait des trucs comme ça sur du V-Bulletin. Session Après, proxy, session post. Ouais, ça non, fait tu vois, longtemps il y que a j'ai pas qu'un vu un seul call. V-Bulletin en prod, mais. Oh, si. C'est des forums, V-Bulletins, si tu bêtises. C'est des. Ouais, c'est des forums. Bah, et Même moi les je suis forums, emmerdé. c'est passé l'époque des forums. Bah, pas tant sur les trucs de vol libre, deltaplane, parapente, tout ça. Il y en a Ah, un ouais, et c'est vrai. on s'était fait nos armes dessus aussi. Ah putain, ça c'est génial. J'avais pas vu, c'est la suite de la R&D. S'il a vraiment Ah, mais sorti c'est la lib Safrine qui 10. l'a fait? Ok, d'accord. Ouais. Je connais. Et oui, un homme plutôt bon en termes de recherche. Ouais. Ok, alors ça, je vous invite vraiment à le voir parce que la doc est assez minimaliste, mais la lib 10 qu'il a fait, c'est tellement de tout d'automatisation, de pretty print, de snippets préfaits quand tu codes un exploit que c'est. Je suis super content qu'il l'ait réalisé, enfin qu'il les réalise. C'est cool. Hein. Je savais pas que ça aurait lieu. Ah, what? Documentation dans 10. Ah oui, non, j'ai pas été juste traqué. Il y a même de la doc. Génial. Region type, tout output, flow control. Ouais, faut regarder un peu. Pour avoir vu l'efficacité du truc, je trouve que la doc rend pas forcément honneur. Parce que des fois, il faisait des trucs assez ouf. C'est dur d'écrire dans la doc. C'est dur de faire de la doc qui ressemble à Hyper. Merde, j'ai perdu. Ah non! À Hyperland. Ah, mais y a pas de doc, c'est juste que c'est fancy. Écoute, voilà, on peut se. En vrai, complaire si dans c'est un le projet fancy. Python, j'aime bien que ce soit en read de doc. Si c'est un projet. Enfin, ça dépend, tu vois, du langage que je lis. Ouais. Mais quand je cherche une doc Python, si c'est un read de doc comme ça, je suis content. En général. Ouais, un petit truc Je sais que minimaliste. je me rends compte qu'il manque la moitié des trucs et que c'est pas à jour, mais. Trou. Next, on a le Watchtower dont on va parler il y a pas longtemps, qui est un container-based solution pour garder des images Docker à jour. Concrètement, je pense pas que ce soit adapté pour des grosses infras ou des grosses flottes, là où il faudra vraiment, de toute façon, passer sur du Kubernetes, avoir un Trivi, avoir de l'audit un peu continu, des choses comme ça. Mais se dire que dans un Docker de lab qu'on peut utiliser ou un peu de tooling sur vraiment une infra, je sais pas, genre un Docker Swarm ou un gros Compose, avoir ce truc-là, par exemple pour votre GitLab, pour le GitLab qu'on veut tous s'auto-héberger ou un A10, avoir un Docker qui run et qui va auditer et dire un petit peu quand est-ce qu'il faut pull les nouvelles images et restart, bah c'est un copy-paste away. Donc Mais attends, en plus, il le fait automatiquement. Attends. Ouais. Par contre, il le fait automatiquement, j'ai l'impression. Alors, Genre, date running version. Dès qu'il voit qu'il y a une nouvelle image, il te reboot le truc. De ce que j'avais cru lire en tout cas. Ouais. Par contre, comment il va update ta running version en pushant une nouvelle image sur le Docker Hub? Il est pas censé genre pull? Ah voilà, il pull down your new image restfully, shutdown existing. Ouais, bah après je pense que tu vois ça peut sûrement introduire des breaking change. Du genre si tu commences à taffer, que tout va bien et qu'en fait si tu te rends compte que la version d'après de PostgreSQL finit par harden parce qu'elle n'utilise pas les mêmes flags, peut être un peu chaud. Donc voilà, de toute façon c'est à poker à voir à l'usage, mais je trouve le concept assez chouette. C'est un peu comme le... c'est quoi, c'est Dependabot? Ouais, il y a Dependabot, mais il y en a un autre. Dependabot, ça c'est le truc GitHub. Renovabot. Ah.
Renovabot, t'as un bot qui va te faire une PR régulièrement pour te dire tiens, voilà la PR qui va automatiquement bumper toutes les versions de tes Ça outils. dépend des bots, tu le fais déjà, ça, non? Ou c'est plus Oui, efficace? sauf que c'est GitHub only, Dependabot, non? Ouais, c'est ça. Là, t'as le truc qui intègre GitHub, GitLab, autre, qui te fait pas mal de choses. Ouais, mais vu que tout le monde est chez GitHub maintenant. Non, c'est faux. Je Ah ouais, refuse. je sais. Je suis Team Bah ouais, GitLab. mais en vrai, c'est faux, mais quand les gens sont pas chez GitHub et qu'ils sont sur leur GitLab, bah, ça Bah, me ils se font saoule, péter parce que leur je suis pas habitué. GitLab. Ouais, et puis je suis pas habitué à lui. Ah ouais. Alors qu'en vrai, je sais que c'est bien de passer ailleurs, mais. De toute façon, il y a un truc qui met tout le monde d'accord, c'est que les features de recherche de code, que ce soit GitHub ou GitLab, elles sont Ah, éclatées de ouf. c'est un enfer. C'est un De enfer. toute façon, GitHub, maintenant, dès que je recherche dans un projet, j'ouvre le projet, j'appuie sur point, Ouais, j'ouvre ouais, ça ouvre le guide.dev, et là, tu peux rechercher avec VS Code, clairement. quoi. Sinon, c'est impossible de trouver des trucs cohérents dans du code. Enfin, Non, mais c'est clair. C'est clair. C'est nos games. Je propose qu'on trace un petit peu. Moi, je suis vas-y, je te attendu. suis. On va faire un speedrun de la fin. Giraffe Sécurité, des gars qui ont push des dependency confusion sur PIP. Ils ont pété quelques employés de Google. Ils ont fait une disclo. On leur a dit écoutez, voilà 500 euros, c'est pas grand chose. Ils ont dit ouais, c'est quand même pas très très Charlie. Ils ont repété des gens. Tous les jours, il y a encore des employés de Google qui se font péter avec leur système. Et Google a dit bah, écoutez, les laptops de nos employés, c'est en dehors de notre trust boundary. Donc arrêtez de nous embêter, vous n'aurez pas un seul copec de plus. Je trouve ça rude. Je trouve ça rude, franchement. Ouais, Ouais, ce ça serait arrive. vraiment marrant en plus si on connaissait des gens qui bossaient à Google, quoi. Aïe, ça Il y a serait eu des, ouais, il y a eu des discussions intéressantes, mais ils peuvent pas en parler à ce sujet. j'imagine. Bah, ça a clairement de l'impact. Tu peux être un dev, tu faire des choses, mais après, je sais pas, si tu pars du principe que tout, tant que tu peux être pas un SRE, si tu peux être un dev, si tout le code qui est mis en ligne doit être relu par quelqu'un d'autre avant d'être merge, tu limites les dégâts. Si Ouais, les mais tu fais clés que toujours tu as. passer enfin, un code review si tu passes pas du principe. En fait, c'est pas ça que tu cherches. Du code Non. review, quand tu regardes du code de tes collègues, tu cherches que le code il fonctionne. Si le mec est Euh, caché des codes malicieux, c'est pas ce que tu vas chercher, tu vois. Bah, je suis pas totalement d'accord. Toi, tu penses que Soit- tes collègues ils sont adversaires et que tu vérifies qu'ils aient pas fait une backdoor hyper bien simulée? Non, mais je pense que ça doit être checké aussi. Par exemple, tu vois, on a donné des exemples à Mano Mano Ouais. où on s'est amusé pour un Chaos Game Day à push une grosse backdoor en Java qui est vraiment un echo, pipe 64 décode, pipe runtime, Ouais. machin. Et ça aurait dû être catch parce qu'un développeur qui se fait péter, et voilà. Ouais, des gens qui c'était ok, mais en fait, t'as le truc où si t'as un attaquant qui te fait un truc qui est bien chiadé, tu peux faire des backdoors. Non, bah de toute façon, tu feras pas un truc, tu feras pas une backdoor, tu vas introduire une faille et la taper de Ouais, l'extérieur bien quand t'as le sûr. temps. Mais tu vois, il y a eu tout ce débat avec la faille qu'il y avait eu il y a longtemps là sur Linux, où je sais Le plus dans quel kernel qui syscall avait été. c'était, et en gros, t'as un double égal qui a été remplacé par un égal. En fait, t'as Hmm, un endroit, il fait un check, mais vraiment au fin fond de ouais. plein d'autres checks, il va vérifier si UID est égal à 0 dans un if. Mais sauf qu'il y a un seul égal au lieu d'un double, et du coup, ça set le UID à 0 parce que t'es en C et que Ah, Balek c'est rude, dans un if. ouais, c'est rude. Et du coup, tu deviens route, et ce genre de choses, si tu cherches pas à le trouver, Non, enfin, mais tu vois, c'est dur, mais il faut après. avoir un œil hyper. Enfin, faut être là pour chercher de la vulne dans un code de ton collègue, tu vois. Ah, Et... mais clairement, on va faire de la code review, c'est un délire, hein. C'est pour ça qu'on se fait automatiser le plus possible par des outils. Mais C'est un c'est pour ça délire. que je pense qu'en code review, tu pars du principe que le code est. Effectivement, si c'est une grosse backdoor qui fait que ça, etc., ça se voit. Mais si c'est au milieu d'un truc assez bien fait, que c'est un peu Non, mais subtil, tu clairement, vois. je dis pas qu'on est censé catch des APT. Par contre, Ouais, le mec qui fait un gros eval de get, bon, ouais, alors peut-être, là, là, tu voilà, dis non, là. il y a un juste milieu. Tu demandes de Euh, justifier, quoi. yeah. Nouvelle release 23-4 de Burp avec euh, meilleure gestion. Ah putain, c'est bien. C'est pas meilleure gestion, c'est ils ont implémenté le fait de pouvoir des sûrement Open API, Swagger et tout en YAML pour pouvoir les importer. Ce qui est très chouette parce que c'était mal géré les extensions, gérait mal les versions 2 ou 3, genre c'est très relou de Pour la défense pouvoir d'extension, l'API de Burp, c'est un enfer. J'ai pas testé la nouvelle, qui est sortie il y a un mois ou deux. justement. On m'a dit hier, bon toi il y a API, ça Toya, s'utilise bien, le nouveau il est clean. Donc je sais pas à quel point c'est vrai. Toujours est-il, ça continue à bouger. Euh, Moyen de faire du burp pendant RM, pourquoi pas. Je suis sûr que ça, tu vois.
Burp en ARM pour Linux, je suis sûr que ça vient du fait qu'ils poussent à fond en ce moment leur SAST, leur SAS, leur DRAS, leur machin. Et que ça tourne dans la CI et qu'il y a pas mal de gens qui essayent de faire tout Le leur moyen, cloud CI en Je pense que ARM t'as pour, raison. je suis sûr que ça vient de là. Et aussi le fait que Mac, Ou un Chromebook machin. ouais, Chromebook et Mac, ça passe ça. C'est un Chromebook routé. À quand Burp en APK? Mais ça me paraît être lourd comme taf à faire s'il n'y a pas de vrai besoin de gros clients derrière. Mais Je sais pas, pense ça se trouve, en qu'il y fait, aura- c'était juste une update de Java qui fait que ça marche et qu'ils ont rien eu à faire et qu'ils l'ont mis, quoi. Mais T'as quelqu'un qui disait avant dans le chat quelle différence par rapport à Ouroboros? What? On parlait de quoi déjà? Self-referential struct Watchtower, generation. Ah, et bah aucune idée, hein. ouais. Aucune Pareil, idée. pas Et testé. bonjour Blaze et Romain, BVN. Alors, Alors bon, pour Montoya info, c'est pas salut. mal. Pas comparé avec celui d'avant, mais jamais touché. Ok. Non plus. Scanner des floating input fields. Aucune idée de ce que ça implique. Tu dois pouvoir scanner des input fields qui sont pas dans le HTML qui est renvoyé, mais qui est. Ah oui, En genre gros, c'est le une scanner, modale. tu vois. Le scanner, avant, il check les formulaires, et s'il voyait un input, il le scannait. Et je pense que là, il fait la même chose, mais sur le HTML, une fois qu'il est render par le JS. Ouais, c'est ça, vu qu'ils sont le browser, maintenant ils font aussi du modal, ils font aussi des C'est trucs qui ça. vont se... Mais alors, scanner, depuis qu'ils ont intégré avec le Integrated Browser, headless, il est vachement plus performant parce qu'il voit le JS et qu'il joue en fonction. Parce que les clairement. applis à l'ancienne. Enfin, il y a de plus en plus d'applis modernes qui abusent des frameworks JS. Enfin, qui abusent, non, qui utilisent ça à fond parce que c'est bien et que ça marche bien. Non, non. Je suis prêt à défendre. Scaling pour le display, pas mal. Bug fix, finish task. Oh. Ok, moi j'avais des tâches des fois qui buggaient un peu. Bon, ok. Not much en vrai, si ce n'est un Chromium un jour, ce qui n'est pas déplaisant. Ouais, et puis de toute façon, c'est beaucoup d'updates pour la version pro, je crois, les trucs de scanner et tout. Ouais, après, bon, je pense qu'on est pas mal, y compris sur ce stream, à utiliser la version pro quotidienne. Ouais, ou celle de Larilo. Je vois pas de quoi tu parles. Alors, ça, c'est ultra... J'en ai parlé avec les gars de Portsugar et ils connaissent très bien Larilo. Et c'est un. Ils s'en foutent. Mais c'était pas Monsieur Lise? Il y a Larilo pendant longtemps. Non, tu l'as pas. Ouais, si, la release, mais et Merci. Larilo, c'était vraiment la version de Burp craquée qui a tourné pendant très longtemps. Ils savent qu'elle existe. Yes. Je suis tombé sur celui-là. Je sais pas du tout ce que ça vaut parce que je viens de voir le 4 ans depuis la last update. Mais en soi, bon, c'est. Ah, c'est quand même pratique d'avoir un truc qui permet d'identifier d'où ça vient. Peut-être que le code tourne encore et permet de continuer à pool les différentes. Ouais, non, 4 ans, j'y crois, zéro. 4 ans pour de la franchement, on PI. va pouvoir se faire un POC, hein, franchement. Ah bah, prochain stream, tu nous poques ça? Allez, ça marche. Franchement, si t'es motivé, faire Wattbridge, on emprunte un compte aux copains et derrière on essaie d'aller retrouver, mets ces vieux comptes mail, déjà en sachant dans quel bridge on apparaît et ensuite un petit coup de DH. Parce que là, ce que j'ai trouvé qui m'a vraiment régalé, c'est que il te sort directement les petits liens vers DH pour aller choper les emails que t'es censé avoir pété. C'est du gain de temps, quoi, c'est du gain de temps. Donc si t'as la foi, franchement, ultra chaud. Ultra chaud. On fera ça un prochain stream, ouais. Yes. RTX, qui est un futur ASDF, donc, que j'ai présenté déjà un peu en lent et large et en travers. ASDF, rappelez-vous, c'est ce qui permet d'avoir tout un tas de milliards d'outils dans 15 versions différentes, donc trop pratique. Que ce soit du Java, que ce soit du, je sais pas, Kubernetes, JQ, Node, Golang, tout. Trop cool. Et donc là, il y a la version qui est censée être un peu plus futuriste, plus rapide, rétro-compatible. Ouais, alors 20-200 fois plus rapide, rétro-compatible. Alors après, des fois, c'est tout là. Les benchmarks, faut pas croire ceux qui sont faits par ceux qui produisent le logiciel. C'est ça, blazingly fast. Ouais. Mais en soi, la démo dit que ça marche pareil. Moi j'ai une question pour toi qui utilise vachement ces trucs d'agrégateurs de VenV, like, la package et ça.
c'est à quel point, combien de temps ça prend? Parce que tu vas forcément avoir un peu du lag derrière, c'est-à-dire que quand tu as une mise à jour sur, par exemple, NPM, le temps que ça Non, soit reporté sur le reste, ça va t'as prendre un très peu de peu de temps. galères. T'as très peu de Ouais. galères parce que par exemple, si je fais des ASDF install Golang latest, Mhm. là tu vois quand il fait un curl derrière, il fait un machin, et t'as l'archive. Concrètement, il se débrouille juste pour aller parser proprement les releases via GitHub, Ouais, l'extraire, l'installer. Donc ok. dès que c'est release sur GitHub, tu peux patch. Ouais, mais l'ex release pour leur soft, pour le. Non, En non, gros, non, c'est je non, veux dire, voilà, SDF va parse la release GitHub de Golang. de Golang. Et pour Python, par exemple, c'est un peu différent. Il va aller faire un git clone, se mettre sur le dernier tag et puis aller Ok. faire le build. Tu vois, Ce je que je voulais fais savoir, en fait, c'est entre le moment où, par exemple, Python sort Python 3.11 et le moment où tu viens de ton SDF, est-ce que ça. Voilà, tu 3.11 vois là, il centimes. prend Ouais, directement du FTP Python en prenant la dernière release. ok. Donc en fait, une fois que le plugin a été fait et tant qu'ils ne changent pas leur build system, ça va vraiment t'installer la latest release avec c'est juste une automatisation du build system et du système de shim. Ok. Et comme dit Endo, ça marche ultra bien. Bon, je vais Ah, arrêter c'est ça cool. parce que ça va mettre sacrément longtemps à compiler et ça va Ouais, niquer non, mon ouais. encodage vidéo. RTX, j'ai déjà eu quelques retours d'un mec, d'un collègue particulièrement chaud. Euh, c'est chouette, mais il y a encore 2-3 bugs. On va attendre un peu que les plats cassés soient essuyés. Mais En ce fait, sera sûrement la suite. pour moi, il y a deux problématiques pour ce genre de soft. C'est qu'il y Ouais. a bah, le premier, voilà, est-ce que ça lag et tout derrière. Et la deuxième, Ben. c'est est-ce Ah, tu que. veux dire, quand tu dis là, tu parles pas du temps de l'eau, tu parles vraiment Non, juste non, le je temps parle de du. release. Ouais, temps de release, etc. Ça peut avoir un peu de retard. Mm. Et l'autre problématique, c'est que il faut que ça soit assez stable. En fait, c'est utilisable. Est-ce que toi, tu l'utiliserais sur des projets Oui, de ta monsieur. boîte, par exemple? De ouf. Ok. Faut savoir si Vraiment. c'est. Bah Est-ce après, que bon, tu le c'est pas mettrais mon. dans un guide, etc. de ta boîte en étant le tool utilisé par tes collègues et tout ça? Ou est-ce que ça peut être par-dessus et que c'est lui qui va trouver le bon tool à utiliser à ce moment-là? Notre arsenal actuel, alors déjà plein de gens se passent de plus en plus de Docker parce qu'avec ASDF, tu arrives à avoir des tool versions qui t'indiquent quel soft tu veux en quelle version. Mm. Donc tu plus forcément besoin de dockeriser si on a un moyen un peu standardisé de dire sur quoi on travaille et avec quoi. Et pour donner une idée, notre arsenal actuel, donc qui est du CDKTF pour faire du Terraform, pour déployer des machines pendant qu'on fait des pentests, la première ligne de la README, c'est if you're not using ASDF, you're doing it wrong. Ok. Vraiment, c'est juste. C'est Non, mais trop la après, base de tout. Après, c'est trop lourd. Genre, je mettrais pas ça dans une image Docker ou ouais, EKS Python. ouais, bien sûr. Genre, ça a pas de sens. Mais pour du tooling maison, c'est le Et feu. est-ce que tu peux, avec un config, lui fixer la version? Par exemple, je lui dis, bah, dans ce dossier, tu utilises Yarn Ouais, ouais, ouais. 20. Regarde, Ok. Non, non, mais c'est pas alors pour là, me piéger, hein, c'est vraiment pour me non, non, demander. mais moi, j'essaie de te confirmer que c'est ce que tu veux. Ça, c'est toutes mes versions system-wide. Ouais. Si je vais dans opt, lalu life web crawler, tu vois, ça a auto-sourcé le en version. Mm. Donc ça a pris. Bon, là, celui-là, il a pas de version. Opt FFSF 4.enversé. Ok, super. Hop. C'est là où je me rends compte que j'ai mis que ça partout. C'est très humiliant. En fait, tu peux fixer ta version, mais tu le fais pas, quoi. Donc, putain. tu veux lancer Python, c'était pareil. Non, non, c'est pertinent ce que tu dis. Non, bah franchement, des fois je le fais. Parce que tu vois, genre. Ok, si je sais. Dans les projets de dev, quoi. Non, 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 dans les projets de recherche de sécu. Ah ouais. Putain, je l'ai dépiné, j'en peux plus de moi. Eh bah c'est super. Mais tu vois, genre j'ai un PHP white sur mon système qui est en 8 parce que j'ai du latest et pour quand je vais faire un audit en particulier, bah je vais me mettre sur une version qui est la plus commune ou la plus utilisée pour ce soft à telle version parce que tu n'auras pas les mêmes bugs, pas les mêmes parsings. Pas la même fois autorisé et tout ça, ok. Ok, C'est ça. Au ouais, hasard, les null bytes. Mais bon, du coup, RTX a poké someday. Je pense sûrement que ce sera la suite si ça arrive à trouver son public et assez d'engouement. Parce que si c'est juste ASDF en mieux, il n'y a pas de raison que ça perce pas. Genre vraiment. Ok. Alors, un autre article ultra long. Donc, je l'ai à peine effleuré. Mais concrètement, il y a Strapi qui est un maxi framework full stack JS, front-back qui fait tout très bien. En mode CMS qui a l'air vraiment chouette. Et il y a un mec qui s'est chauffé, qui l'a audité et qui a trouvé
du bypass d'autante via WS Cognito qui marche quand même plutôt sacrément C'est pas le bien. premier que je vois ces temps-ci là de bypass de Double Cognito. Ouais, mais pour moi, c'est plutôt sur le provider et l'implémentation qu'en est faite, c'est pas l'outil Ok. lui-même. L'outil est chouette. Oui, non, mais lui, je pense il marche. Mais... Les possibilités de misconf sont comme le Zero Trust et autres. Ouais, mais est-ce que c'est pas finalement un problème, un de leurs problèmes si c'est dur de s'interfacer avec? Bah, si tu fais un soft, oui, si non, tu fais oui, une si, c'est lib, vrai, ça c'est vrai. serait. C'est un peu C'est la vrai. charge du dev de la lib de la rendre. Ouais, mais tu safe vois, pour moi, by c'est default, la quoi. même, c'est la même bail que les WAF Cloudflare. Ouais. Ça marche du feu de Dieu. C'est pas bulletproof, mais ça marche du feu de Dieu. Mais si tu Ouais. l'utilises et que tu bloques pas les IP en inbound, ben, dommage. Mm. Dommage. Toujours est-il, la SSTI, de l'infolique sympa. Clairement, ça avait l'air suffisamment détaillé pour que ça en vaille le coup. Et c'est rare qu'il y ait des frameworks récents et vraiment fully featured qui se fassent désosser à ce point-là. Donc je pense que ça va être une pré-haute RCE au final, quoi, ça fait plaisir. Mais clairement, ce blog post est extrêmement long. Donc c'est non pour ce soir. On a Boschko, aka Olivier Laflamme, qui a fait un maxi récap de comment faire du QEMU pour aller chatouiller des devices custom. Donc il n'y a rien de ultra neuf, mais c'est bien de récupérer un article qui te fait vraiment, qui te prend par la main, qui te fait le how-to. Donc moi, je trouve ça chouette. En plus, c'est un mec sacrément gentil. Donc, ça fait le café. De voir des gens chouettes faire des trucs chouettes. Bah, top. Yes. Donc voilà. Clairement, prenez le temps si vous avez envie de vous coller un petit peu à du hardware ou de commencer à voir comment ça marche. C'est vraiment step by step guide sur comment faire un début de reverse, comment plugger un debugger, comment aussi bien côté user que côté kernel. Donc très chouette. Un article qui fait l'apologie de l'écriture de règles code QL et SemGrep. Ah, mais c'est Space Raccoon. Comment? De Space Raccoon. Ouais, tu connais? Et c'est un hunter de Singapour. Et ben concrètement, s'il s'amuse à faire des custom sur ces deux trucs-là, je pense qu'il doit ramener des choses. Non, il a fait des très trucs chouettes. sympas. Il est ambassadeur d'Akarwan à Singapour, si je dis pas de bêtises, et je l'ai déjà rencontré une ou deux fois. Et on avait bossé ensemble sur le challenge à l'époque des premiers 10 millions payés par Akarwan. Stylé. En tant que créateur du coup ou en tant que... Non, en gros, on était tous deux en train de galérer sur le challenge et je l'ai aidé pour une partie et il m'a aidé pour une autre. On était en compétition, hein, mais on a décidé de s'entraider. Ok. Et bah du coup, sa conclusion, c'est de manière générale, faire du SemGrep, c'est facile parce que c'est pas trop complexe comme règle à faire. Et une fois que tu as un petit peu fait tes premiers POC, passer sur du code QL parce que c'est vachement plus étoffé et plus powerful, quoi. Mais clairement, comme il dit, can lead to rabbit hole, clairement, autant dans la partie doc que dans la partie debugging, que dans la partie runtime, enfin genre temps d'exécution. Genre, oui, ça avait pas été dit ça, mais quand on a fait le stream code QL avec Hugo, qui était venu faire un coucou, à chaque fois qu'il lançait une query code QL, son PC, son laptop était tellement sous l'eau que il se prenait genre 10-15 secondes de délai sur le stream. Donc je pouvais même plus lui dire mec, coupe, arrête de parler. C'était horrible. C'était horrible. Et tu es mute. Ah, Bitka. Ah! Ouais, je t'avais dit que je le ferais. Je disais, ouais, code QL, moi j'ai un problème, c'est que c'est un petit peu puissant. Tu dis putain, je vais pouvoir tester plein de trucs sur GitHub, etc. Mm. Mais il faut savoir, si vous avez jamais utilisé code QL et que vous trouvez un nouvel exploit que vous voulez faire en code QL pour se le détecter, code QL il run que sur les repos que vous avez choisis et pas sur tout GitHub. En fait, c'est pas un. Ah oui, non, mais clairement, après tu peux le faire Moi, je run voyais en ça comme un local, tu turbo peux search faire. sur GitHub trop puissante, mais en fait, pas vraiment, parce que ça demande trop de ressources. Ah bah surtout que ça, il faut arriver à compiler le programme. Ouais, mais après, tu peux leur envoyer à eux, tu vois, c'est eux qui le run. Mais ils te le run sur un ou deux repos, tu vois, t'as une maximum à 10. Ok. Donc Ouais. Bon, après c'est tu bien. payes ton Après, Google BigQuery, hein, mais c'est juste. il y Ouais. a, comment il s'appelle? Bug Explained, un gars qui fait des vidéos sur YouTube, qui a fait une vidéo sur du code QL aujourd'hui, je crois. Bug Explained. Bug Live Not Agent? Explained. Non. Je sais plus comment il s'appelle. Allez, cherche sur YouTube.
Alors, don't mind les recommandations. Ah, j'utilise pas du tout cette chaîne-là pour regarder des choses. Non, je le vois. Ah, c'est pas Bug Explain, c'est quelque chose d'autre. Ouais, je l'ai pas. Et c'est quelqu'un qui prend des rapports de Bug Bounty et qui les explique. C'est pas Bug Et Bites? bah, Bug Bounty, c'est le truc de MDR. Integrity. Ouais. Non, bah, Mais j'ai non, pas. je sais plus comment il s'appelle. Et il a fait une vidéo récemment, aujourd'hui, sur du code QL. Peut-être que je peux le retrouver sur mon Twitter. Écoute, je te propose qu'on Je l'ai qu'on trouvé. trace. Je l'ai Qu'on trace trouvé quand tout de même. suite. Je Bug vais Bounty voir. Report Explained et Greg's. Bah voilà, c'est ce mec, on l'a mis dans le chat. Greg's Sunday, je confirme. Greg's Sunday. Ouais. Ah, Bug Bounty Explain? Ouais, c'est ça. Il a fait une vidéo aujourd'hui sur du. Aujourd'hui ou hier, je crois. Sur du. Bah voilà, t'as la vidéo dans le chat. En fait, on recommande des articles dans le chat que les gens ont déjà vus, c'est pratique, ça pas besoin de. C'est très pratique en effet. Que voilà. Oula, pas le lien. Alors, c'est le pas son. lui. Si, parce que c'est les pubs, parce que c'est un Ah. navigateur de type nu. Ok, je me disais. Ouais, non, c'est C'est vraiment pas lui, mon voilà. browser. Et Alright. voilà, il m'explique ce qu'il a fait, comment il a codé un truc et qu'il a eu un peu des bounties avec. Nice, bah écoute, je le rajoute dans la liste des liens qu'on donnera à la fin. Du coup, il y en a un autre, un GitHub qui fait une masterclass sur CodeQL from zero to hero. Je sais pas s'ils ont sorti les autres déjà, mais ça va clairement dans la même lignée. Et pareil, hein, c'est des gros pavés, donc ce sera pas abordé en entier là. Encore que on retrouve un peu la notion d'AST qu'on avait tout à l'heure. Bah, code QL, t'es obligé de maîtriser les concepts d'AST si tu veux faire du code QL, je pense. Bien sûr, bien sûr. Mais clairement, on codait un code QL du pauvre au début de stream, donc on retombe un peu sur nos pattes. Cette chose-là, parce que moi je fais beaucoup de CDKTF, donc Cloud Development Kit for Terraform. Donc faire du Python ou TypeScript ou Golang ou ce que tu veux qui génère du Terraform qui va ensuite générer ton infra. Et j'ai entendu parler, je connaissais pas du tout de Pulumi. Donc pareil, ça pourrait être sympa de faire un POC un jour. Concrètement, interopérabilité entre les deux, je pense qu'il y a moyen de transpiler ou de demander à ChatGPT de t'en prendre un pour en prendre l'autre. Ça avait l'air sacrément similaire. À poker un jour. Là, peut-être que celui-là avait l'air un peu plus au self-contained, quoi. Genre, t'as juste une lib qui va elle-même gérer tout un tas de providers. Parce que tout est sous le même namespace Pulumi. Faut voir. Franchement, là, pour le coup, je serais curieux de voir ce que ça donne, mais j'ai pas tout le contexte. Et j'ai remis les musiques qui s'étaient arrêtées. Donc si un jour quelqu'un veut venir nous parler de Pulumi en stream parce qu'il ou elle a de l'expérience avec, ce serait nice. Et on termine sur une pépite que je sais pas que ça existait, mais apparemment ça doit pas être ultra vieux vu le nombre de tags. PDTM, nice. Project Discovery, Tool Manager, ils commencent à avoir tellement d'outils qu'ils ont enfin fait un truc qui te permet d'installer tous les autres. Le nom ressemble énormément à TQDM, qui est une lib Python pour faire des barres de chargement. Ah ouais? Wow. Si tu fais un truc en Python, ça donne une petite barre de chargement. C'est vraiment bien. Ça sert qu'à ça. Et ça le fait bien. Ok. Genre tu wraps ton range. Et voilà. Ok, ouais, j'ai toujours peur des barres comme ça parce que ça finit par complètement te fucker tes fichiers quand tu fais du TI. Ah oui, bah non, parce que il peut détecter le fait qu'il soit pipé et tout. Ouais, mais ouais. Et du coup, il le fait plus. Enfin, non, oui, c'est auto-quiet. Non, mais tout le CTF, j'aime bien parce que des fois, tu fais un mot de force et tu veux savoir où t'en es, savoir s'il faut faire CTRL-C avant la fin. Et c'est chouette. Bah voilà, c'est juste que ça me faisait penser à ça à cause du nom parce que. Ouais, non, c'est sympa. C'est sympa. Et bah du coup maintenant on a un auto-installeur qui gère comme d'hab plein d'options. Mais qui fait un truc qui a rien à voir. Non mais attends, franchement PDTM Install All, je trouve c'est génial parce que pour le coup, si je vais dans... mais est-ce que du coup la sécu ça va devenir comme les jeux vidéo, on va avoir le launcher Steam, le launcher Epic Games honnêtement un peu je pense. J'ai mon launcher Pro Discovery, j'ai mon launcher... comment il s'appelle Ah putain... Metasploit. Ouais. Non mais quand même, genre là dans ma partie tooling, j'avais la partie ratée dans le 1 base. Donc c'est les scripts de provisioning que j'utilise ça. T'as la partie ASDF déjà qui te met à la maison avec tout un tas d'installs. Ça s'est complètement désinliné, c'est horrible.
Désolé, j'ai pas vu que ça avait fait ça. C'est quand même mieux. Donc voilà, toute la partie SDF qui installe les basics, dont le Golang. Et dans la partie offensive, t'as Go install, Shuffle DNS, Proxify, machin. Sauf que ça installe. En fait, le problème que j'ai avec ces tools là, c'est que ça installe des fois trop de trucs. Ouais, il y a un certain Tu nombre vois, de libs. à la Kali Linux, c'est-à-dire que c'était un super outil où t'as tout, mais t'as tellement de tout que. Ouais, mais là, tu peux demander lesquels tu veux. C'est juste qu'au Ouais, lieu de ouais, faire ouais, Go ok, Get, ouais, bien t'as sûr. un tool unifié pour dire Update All, par exemple. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette, ouais. Ouais. Mais en général, je recommande pas aux gens de faire des install all Je suis d'accord. parce que ça fait plein de trucs à manière sur ton OS, etc. Et Non, mais Et à la si on voulait manière du de- install et all, t'as on pas besoin aurait de pris tout, un en Kali fait. ou un Exegol et ça fait le taf. Quand t'as pas le temps, ça fait Exactement. le taf. Mais sinon, c'est sympa d'avoir la latest avec juste ce dont t'as besoin. Mm. Pas blotter tout ça. Yep. Et c'était donc notre dernière petite présentation, enfin dernier bout de doc. Désolé, on a un peu rushé sur la fin. Je nous remets en maxi. Ouais, bon, on a dépassé un peu le temps aussi. C'est ça. Je nous remets en maxi cam vue de proche. Midney Blue, on t'a maltraité avec beaucoup trop de tech. On a été méchants. Ça arrive. C'est une Yes. chaîne de tech, c'est attendu. Certes, mais du coup au plaisir d'avoir une présentation d'un tool la prochaine fois. Si ça te dit toujours, bien sûr, pas d'obligation. Avec plaisir. Et puis merci de nous avoir accompagnés vous en tant que viewer, Bitka et Mini en tant que co-animateur. On le répète une fois de plus, c'est un stream communautaire. Si vous avez envie de venir dire des bêtises en live, de venir showcase des tools, un peu de recherche, un peu de veille techno, amenez-vous. Plus on est, moins c'est de prise de tête à faire rouler et à faire perdurer. Et plus on voit des gens présenter des choses diverses. Donc c'est trop chouette. Petit mot de la fin, messieurs, mesdames? Poutre. Oh, très beau mot. Moi, je resterai sur la pastèque. Hein. Et les capybaras. Vendu. Merci encore. Bonne soirée à tous. Fin du stream. Tchou. Salut.